OK, on accepte tout ça. On accepte tout ça, voilà. J'ai la réunion qui est en cours. Connexion à la réunion en cours. Voilà, bon, je vais baisser le son pour pas que vous entendiez, tout ça. Donc je suis, en direct avec, mon invité, Louis Derek. Louis, on ne t'entend pas encore, hein, normalement, mais normalement je devrais t'entendre si tu dis, 2 mots dans le micro. OK, je Voilà. teste. Ouais, ça devrait marcher. Donc je suis désolé un petit peu pour le retard, hein, évidemment, on a quelques petits soucis, techniques avec Twitch. Alors avec, Louis, on va parler, de, Twitter, de Blue Sky, on va parler de, numérique en général, de, réseaux sociaux. Alors je demande juste un instant pour essayer de régler tout ça avec notamment la capture. Voilà, la capture qui devrait se faire sur la fenêtre de, life size pour que les gens puissent te voir. Alors OK, ça ne marche pas. On va voir ça. Ouais, on a eu pas mal de soucis à l'écran, qu'on utilise d'habitude qui s'est mis à arrêter de fonctionner. Ensuite, la caméra s'est mise à arrêter de fonctionner. Donc décidément, on a eu pas mal de problèmes. Propriété pour capture de fenêtre. Et si je mets comme ça, je vais te mettre sur l'autre écran, et je vais mettre un petite image de Blue Sky peut-être, pour que les gens puissent te voir life size. Ah voilà, c'est super. Là, les gens te voient normalement. Je vais faire la transition vers, l'invité. Alors, capture plus chat plus caméra. Voilà, incroyable. Incroyable, on te voit. Alors, bon, c'est pas idéal, en termes de format, mais heureusement, on peut te voir. Voilà, je vais agrandir un petit peu l'image. Capture et voilà, OK. Bon, je vais te remettre, en audio, voilà, comme ça, je te laisse, un petit peu peut-être te présenter, pour, nos, spectateurs, hein. Il y a déjà un petit peu de monde sur le chat, encore une fois, désolé tout le monde pour le retard. Donc tu es, formateur, tu t'intéresses énormément aux questions numériques, hein. Tu as un site internet d'ailleurs sur le sujet, tu écris énormément d'articles sur les, médias sociaux et tu te présentes comme, quelqu'un qui milite pour un alternumérisme. C'est ça le terme que j'emploie correctement? Est-ce Ouais, que tu peux expliquer c'est ça. un petit peu ce que c'est, s'il te plaît? Oui, bah, merci beaucoup de l'invitation. Je précise que moi je vois pas le chat donc je ferai confiance à Politique Ouais, pour je me te f dire, s'il y a des voilà, je te ferai remonter, s'il y ouais. a des ouais, bien sûr. Et bien donc effectivement, donc moi ça fait en gros une quinzaine d'années, on va dire, que je travaille, et que je «j'agis» entre guillemets, de plusieurs manières dans le vaste monde du numérique et aujourd'hui effectivement, je suis sur deux grands sujets qui sont assez proches. D'un côté, c'est comment on fait de l'éducation au numérique, dans un monde qui, de fait, a été numérisé sans notre accord, ce qui est un très gros problème. Donc co voilà et cette éducation, j'essaie de la enfin et quand je dis «je», il y a toujours on est toujours plein à Ouais. le faire, hein, mais on essaie d'en proposer une qui soit technocritique, politique, et émancipatrice. Voilà et que ce soit à l'école, que ce soit, toute la vie, que ce soit dans les formations, dans les entreprises, que ce soit via, l'action, de ce qu'on appelle l'inclusion numérique et mon autre sujet, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'un numérique, acceptable Mmh. et de comment on va vers ce numérique acceptable et peut-être qu'on en parlera plus tard Ouais. et donc effectivement, j'ai proposé, là, c'est plus sur la partie un peu «théorique» entre guillemets, j'ai proposé de parler d'alternumérisme radical, parce que, c'est l'idée de chercher un autre numérique. Voilà, ça vous aurez l'analogie avec l'altercapitalisme, versus l'anticapitalisme. Donc personnellement, je ne suis pas anti-numérique. Je crois encore, mais peut-être que ça changera, dans 5 ans, que les technologies numériques, en tout cas certaines d'entre elles, sont utiles, peuvent être encore utiles et ont été utiles au progrès, et notamment au progrès social. Voilà, même si, et là peut-être qu'on en reparlera, il y a eu quand même vraiment un très, très gros retour de bâton et Ouais. en fait, voilà, il y a eu un livre, «Contre l'alternumérisme» de Julia Lenné et Nicolas Halep qui m'a mis une petite claque parce qu'eux, ils défonçaient un petit peu justement ce courant de l'alternumérisme dans lequel ils mettaient les libristes, les technocritiques et cetera, Et que je trouvais en un peu disant que dur c'était et pas possible d'avoir, un alternumérisme. ouais, c'est ça, en tout cas, que les éco-gestes, ça allait, qu'eux, ils étaient pour vraiment une dénumérisation du monde, totale.
D'accord. Et donc c'est là que je me suis dit que j'étais d'accord avec, pas mal de leurs points, en fait, et qu'on avait un problème aujourd'hui, c'est que ce terme alternumérisme avait été galvaudé puisqu'aujourd'hui tout le monde est alternumériste en France. C'est-à-dire que tout le monde en a marre des GAFAM, même Macron, Ouais. aimerait un numérique, souverain et cetera, et donc il est alternumériste. Donc il fallait rajouter, l'adjectif radical pour dire on proposait d'aller plus loin, acter qu'il fallait entre autres dénumériser, une partie, du monde, enfin voilà, et donc c'est comme ça qu'est venu ce terme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de numérique, acceptable, soutenable, mais, tu dis que c'est pas possible de parler de numérique responsable. Pourquoi tu emploies pas ce terme? Alors là, pareil, donc là, on est dans la partie théorique parce qu'après il y a il y a l'objectif de passer enfin, de faire des choses concrètes, mais en tout cas dans la théorie, force est de constater, et c'est pareil avec l'alternumérisme radical, qu'en fait, et c'est vrai pour tous les sujets, en fait, les mots sont importants, et en fait, on s'est fait déposséder, beaucoup enfin, en fait, on est dans une un moment de bullshit et de greenwashing tellement fort qu'il faut qu'on fasse très attention aux termes, qui sont employés. Et voilà, il y a eu un livre, intéressant, je crois que de mémoire, c'est «La politique des oxymores». Je me souviens plus de l'auteur, Je vais et regarder. donc si tu peux me fact-checker en même temps, ce serait top. Donc et C'est il y a eu la aussi, politique de à ce l'oxymore de moment-là, Bertrand Meust, c'est ça? Meust? voilà, c'est ça, qui avait été cité dans un super hors-série, de Socialter, sur, manuel d'autodéfense intellectuelle, et qui montrait comment, en fait, on était dans cette, ère des oxymores qui faisait partie de la novlangue, politique pour nous faire un peu avaler n'importe quoi. Et donc dans la série, du développement durable, Ouais. de la croissance verte, de voilà, Donc de l'énergie propre. 2 termes qui sont antinomiques, qui sont opposés et qui sont employés comme, Exactement. comme un concept, quoi. Exactement, ça m'est venu comme une évidence que parler de numérique responsable, était, autant, antinomique, parce que quand on comprend, comment fonctionne la chaîne complète de valeur qui fait qu'on a des smartphones qui sont connectés à internet qui nous permettent d'utiliser des réseaux sociaux, on comprend que depuis la mine où sont extraites, les matières premières, jusqu'à la fabrication, ju et puis, jusqu'au fait que c'est jamais recyclé, sans parler du fait qu'il y a toute de l'exploitation humaine à tous les étages. Il ne peut pas y avoir de numérique responsable, Mmh. parce que rien qu'écologiquement, c'est pas possible, mais Oui. de la même manière que quasiment aucune de nos activités, ne l'est, donc il Mmh. y a pas de spécificité. Donc je proposais là aussi de radicaliser un peu la sémantique, et de dire en fait, par contre, on peut peut-être viser un numérique acceptable, peut-être tolérable, Oui. parce qu'on estime qu'il est, suffisamment utile pour l'humanité pour que ça vaille le coup d'aller miner, d'aller polluer, d'aller voilà, OK. Bon, on a fait un peu de théorie, mais je propose qu'on passe, à ce qui, au sujet voilà, au sujet qui agite concret. l'actualité. Ouais. Bah, en fait, Twitter, hein, simplement X, son rachat par Elon Musk, hein, avec tous les problèmes, tous les biais qu'on connaît avec, la mise en avant de comptes d'extrême droite, avec, le fait que le réseau devienne payant, avec, la désinformation, et cetera, et cetera. Et à ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est un départ, alors, j'ai envie de dire massif, mais est-ce que ça va suffire pour que Twitter devienne un réseau, moins important? Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a un départ important de personnes vers d'autres, réseaux sociaux, suite à cette victoire de Donald Trump et à la nomination d'Elon Musk, à son gouvernement. Et toi, tu disais dès 2022, Twitter est déjà devenu le nouveau Truth Social, donc le réseau, personnel de Donald Trump. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu avais déjà cette position-là, à ce moment-là? Oui. Oui. Juste peut-être préciser que je ne suis pas du tout spécialiste, hein, du sujet, des réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt généraliste, donc il y a des enfin, c'est un des sujets que j'ai, par contre, qui m'intéresse parce que ça fait partie, voilà, du monde numérique dans lequel on est, et à plein de niveaux, on va l'aborder petit à petit. Ouais, Mais d'ailleurs, effectivement, en fait, je vais mettre en ton site 2000. dans le excuse-moi, je vais mettre ton site dans le chat, comme ça les gens ils peuvent aller voir Ouais. ce que tu écris sur ces sujets, le lien est dans le Moi, chat. c'est juste pour préciser que moi, je suis plutôt Ouais, généraliste, donc voilà, n'hésitez enfin, peut-être qu'il y aura des gens évidemment qui diront qu'ils sont pas d'accord, parce que, c'est voilà, chaque sujet, il y a des experts, des expertises, des expertes, oui, bon. et moi, je suis plutôt généraliste. Et donc sur, la question de en 2022, effectivement, j'expliquais que, en fait, pour moi, partir était devenu un choix militant, parce que, en fait, il y avait, un certain nombre de mécanismes dans Twitter qui faisaient que ce réseau, mais pour le coup, même avant l'arrivée de Elon Musk, Mmh. ça faut quand même bien le dire, faisait de ce réseau un réseau toxique,
Voilà, autant, il y a certains réseaux où on peut dire qu'ils sont pas acceptables dans le sens que je leur donne, mais autant, Twitter pour moi était un réseau toxique dans le sens où, on était sur un réseau qui faisait de la captation massive de données, qui mettait en place des algorithmes qui viralisaient le buzz, l'agressivité et la radicalité. Avec plein de mécanismes et d'interfaces qui facilitent le harcèlement, mais aussi une sorte, pas d'addiction, mais en tout cas de ce qu'on appelle la captologie, enfin le fait d'être capté, de capter l'attention et d'avoir, voilà toutes ces notifications, tous ces indicateurs qui donnent envie un peu d'en avoir un peu sur le modèle des machines à sous. Des capacités de modération, quasi inexistantes et donc en fait, et un réseau, très particulier sur lequel peut-être qu'on reviendra. Mais voilà, pour moi, le cas de Musk était un peu la goutte d'eau et j'estimais que le fait qu'il ait fait tomber les derniers, garde-fous faisait que pour moi, partir était devenu un choix moral, Et en fait. j'ai l'impression que c'est vraiment que Musk a grossi le trait des dérives qui existaient déjà sur Twitter avant son rachat. Enfin, ça Oui, ressemble à ça. Ouais. il a Twitter était enfin, faut pas oublier, en tout cas ça c'est mon analyse à moi, hein, que c'était déjà un réseau, totalement, déséquilibré. C'est-à-dire Ouais. que rappelons que Twitter, c'est, de mémoire, 40 de femmes pour 60 d'hommes. Mhm. C'est, je crois que 20, donc ça c'est des stats américaines, mais parce qu'on n'a pas exactement ce genre de stats en France, c'est dommage, mais il y a pas de raison que ce soit très différent. 20 des adultes américains produisent 98 de tous les tweets. Mhm. Donc en fait, on est sur un réseau où en fait on a très peu d'utilisateurs, surtout des hommes, qui produisent la masse du contenu. Donc ça, tous ces mécanismes dont je parlais, ils étaient là, c'était avant Elon Musk. Elon Musk, il a, en fait, détruit les derniers garde-fous qui étaient les équipes, surtout, d'une part les équipes de modération, puisque Ouais. quand même ils avaient des équipes de Ouais, modération il a viré et 90% des voilà, équipes. Ouais. il les a, essorés, enfin il les a, liquidés en fait. C'est-à-dire qu'il y en a presque plus ou plus et il a, réactivé les comptes, les pires comptes de la fachosphère notamment, À commencer par Trump lui-même heu, d'ailleurs, même s'il n'est pas à actif. commencer par Trump. Voilà et c'est là où ça vaut le coup de lire des travaux d'experts de ces sujets, d'experts et d'expertes parce qu'eux voient bien comment des néofascistes ont des comptes de néofascistes ou de fascistes, ou de gens ultra conservateurs, de l'ultra-droite ont été remis et donc ont rajouté de l'extrême, sur, Twitter. Bah, bon exemple de ça que j'ai vu passer sur Blue Sky hier, c'est une caricature antisémite qui a été postée sur Twitter de la présidente mexicaine par un compte vérifié, pastille bleue. Et après de multiples signalements, la caricature est toujours là après Ouais. 24-48 heures de signalement. Quoi. Oui, bah, en fait, donc il y a la réalité aujourd'hui de l'absence de modération, mais il y a aussi le fait et ça donc ça fait partie de mes points, par rapport à Blue Sky, sur lequel on reviendra, je pense après. Ouais. C'est qu'en fait, Elon Musk a été très clair sur sa vision à lui de la liberté d'expression qui est une vision totale, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a très peu de limites, même dans le droit, dans la logique américaine, avec leur 2e amendement, donc là pareil, je suis pas expert de tout ça, mais qui est une vision, absolutiste, en fait, de cette liberté d'expression et donc dans cette idée que lui, il défend, c'est tout à fait cohérent, en fait, de laisser, y compris ce genre d'horreur, prospérer sur son réseau, sachant qu'en plus ça sert son modèle. Bah, liberté d'expression quand même à deux vitesses malgré tout, puisque par exemple des militants trans ou des personnes de gauche, on peut voir des messages censurés ou Bien diminués. sûr. Il y avait une blague par exemple courante sur X, c'était des gens qui postaient cisgender, comme vient de me le dire dans le chat, donc cisgenre en français, et le tweet était immédiatement bloqué, supprimé. Donc en fait, il y a aussi idéologiquement, il y a aussi quelque chose dans cette façon de gérer le contenu. C'est pas Bien uniquement de la sûr. liberté d'expression totale. Non. Évidemment, évidemment, que de toute façon, il ne faut pas du tout le croire quand quand il dit qu'il est il est pour sa liberté d'expression, Ouais, c'est ça. pour ses idées, ça c'est clair. Et maintenant qu'il y a cette grosse migration, on doit dire, en dehors de X, hein, alors ça peut être pour aller vers Blue Sky, il y a des gens qui vont sur Threads, l'équivalent un peu de Twitter, de Instagram, de Meta. Il y a aussi quelques personnes qui vont sur Mastodon. Et il y a des gens qui restent aussi sur X en disant ben, on va essayer
de s'opposer à l'extrême droite sur ce réseau. Et toi, tu écris sur ton site que rester, c'est contribuer à créer un réseau social violent et tirant à l'ultra-conservatisme et l'extrême droite, avec plus de 200 millions d'utilisateurs déjà inscrits, dont vous. Donc toi, tu appelles vraiment les gens à quitter ce réseau et tu réponds quoi à cet argument de faut rester pour faire face aux utilisateurs d'extrême droite et à l'idéologie d'extrême droite? Je crois que c'est aujourd'hui terriblement naïf de croire qu'on peut le faire, pas sur la base de 2 arguments principaux, qui préexistaient en partie, comme je l'ai dit, au rachat par Musk, hein. C'est qu'en fait, d'une part sur ces réseaux sociaux dominants, ça fait très longtemps que les gens vivent dans leur bulle. Mmh. Parce que les algorithmes s'en assurent et donc c'est comme ça, et donc croire qu'on va aller toucher des gens en dehors de ces bulles, c'est vraiment, mécomprendre la l'extrême sophistication qu'aujourd'hui ces algorithmes ont. Encore une fois, je parle bien des réseaux sociaux dominants, c'est-à-dire ceux des en gros, des grosses boîtes, américaines, quoi. Mmh. Donc, évidemment qu'il faut aller parler avec tout le monde et y compris avec les gens, d'extrême droite, et qu'il faut être sur le terrain. Mais, d'une part, on n'est vraiment pas sur un terrain où comme je dis, on peut s'exprimer, mais on ne va pas être lu par les personnes avec qui on veut discuter. Donc il y a vraiment un sujet de filtration là, comme tu l'évoquais toi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui ont été déviralisés, sciemment. Enfin, on est vraiment sur un réseau où déjà, c'était déjà comme ça, on ne contrôlait rien. Mais là, les discours progressistes ont été, sciemment, silenciés. Ensuite, il y a pour moi l'argument qui va un peu avec, c'est que moi je suis pour, de ceux qui pensent qu'il faut discuter avec les gens on peut pas se couper, avec un tiers du pays et c'est un peu ce que disait, Salomé Saké, dans le 1 Hebdo récemment, que voilà, on peut pas, ne plus discuter avec, un tiers des gens de son pays. Mais par contre, et ça c'était Paloma Moritz qui l'avait dit aussi quand, c'était Hugo Clément, je crois, qui était allé discuter, à un truc de Valeurs Actuelles, un truc comme ça. Et moi je prends un peu ce même genre d'analogie. OK, bien sûr qu'il faut aller discuter avec des gens d'extrême droite, mais juste pas chez eux, en fait. Oui. Et je pense pas que vous allez pouvoir aller convaincre des gens d'extrême droite dans un bar d'extrême droite. Je pense pas que vous allez pouvoir aller convaincre des gens d'extrême droite sur un réseau d'extrême droite. Ouais, c'est C'est-à-dire, pas. c'est pas que c'est un réseau d'extrême droite, mais il est devenu un réseau tellement favorable aux idées ultra-conservatrices que de fait, on peut commencer à avoir cette analogie. Oui, c'est pas un terrain neutre, c'est pas la Non, rue ou ouais. exactement. Et le dernier argument, donc je pense qu'on a assez de recul sociologique sur le fonctionnement de ces réseaux, pour dire aussi qu'en fait, on convainc personne sur les réseaux sociaux, en réalité. Ouais. Et notamment sur des réseaux aussi polarisés et radicaux que Twitter, où je rappelle que 20 des gens publient 98 des contenus, ce qui veut dire qu'en fait, les gens les plus actifs sur Twitter sont déjà des gens très engagés politiquement et on sait bien que les gens très très sûrs de leurs idées, voilà. Et pareil, je cite, Salomé Saké dans le 1 Hebdo: «Personne ne change d'avis en une discussion, mais Mmh. avec plusieurs conversations qui permettent d'établir un véritable lien de respect et de confiance avec des personnes qui ne pensent pas comme nous» et donc il faut du temps, de la confiance, des liens forts et du respect. Mmh. Et est-ce que vous pensez qu'il y a ça sur X? Moi, je ne crois pas. Il y avait une bonne question dans le chat tout à l'heure, par rapport aux chiffres que tu donnais, notamment sur les 20 d'utilisateurs les plus actifs et sur, est-ce que c'est pas le cas sur tous les gros, réseaux, sociaux, que ce soit, Facebook, Instagram, tous ces réseaux-là? Est-ce qu'il y a pas les mêmes problèmes, en fait, qui reviennent un petit peu dans leur fonctionnement? Bah, sur des alors j'ai pas comme je disais, je suis pas expert de tous ces réseaux, mais il y a quand même une particularité sur une certaine typologie de réseaux, qui s'appellent les réseaux phares dans une typologie proposée par un sociologue, qui s'appelle Dominique Cardon. Mais c'est pas tout à fait la même chose sur des réseaux comme Facebook qui sont un autre type de réseau où, plus amicaux, on discute plutôt avec des gens qu'on connaît vraiment, Ouais. où, il y a un peu quand même un équilibre de la parole qui est plus alors il y a toujours des gens qui racontent un peu plus leur vie, mais globalement tout le monde le fait un petit peu. Là, on parle vraiment de réseaux où il y a une majorité de gens qui ne postent quasiment jamais. Mmh mh. Ils sont là plutôt pour voir des fils et cetera et donc ils ne contribuent pas à cette place publique. C'est quand même très particulier. C'est un réseau où tout le monde a un peu un avis par la force des choses parce que c'est un réseau où il y a tellement d'avis qui circulent que voilà, donc il y a une vraie particularité au réseau Twitter. La surreprésentation masculine, c'est le cas sur, la plupart des réseaux sociaux sauf un qui est Pinterest. D'accord. Mmh. Voilà et ça c'est pas étonnant quand on voit la typologie de ces réseaux, mais cette surreprésentation masculine, elle est particulière sur Twitter. Donc, on a un réseau qui est un peu spécial,
Et c'est pour ça que c'est si dur, pour beaucoup d'en sortir. C'est qu'il n'y a aucun autre réseau où il y a eu ce concentré, de VIP entre guillemets, de «élite» avec des gros guillemets, que sont, les politiques, les journalistes, les élites économiques, médiatiques, les stars un peu et qui font de Twitter ce qu'il est, mais c'est vraiment un réseau très spécial. Et justement, tu as parlé de réseau phare. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est cette typologie de réseau social? Oui, alors, donc ça, c'est des travaux de la sociologie, des réseaux sociaux, donc je citais notamment Dominique Cardon, mais il y en a d'autres, et lui, en fait, il distingue différents types de réseaux sociaux, il parle, par exemple, des réseaux clairs-obscurs, que sont, qui est notamment Facebook, Messenger. C'est-à-dire, c'est à la fois clair parce on fait comme si on publiait pour tout le monde, mais en fait, c'est un peu obscur parce qu'en réalité, on discute avec ses amis, ses vrais amis et en réalité, aujourd'hui, la plupart des gens publient à destination de leurs cercles amicaux et pas du tout, pour tout le monde. Ouais, Les gens ont un nombre limité de relations et ce sont plutôt des vraies relations, dans la vraie vie. À l'inverse, les réseaux de type phare, ce sont des réseaux affinitaires, où on peut suivre, de très nombreuses personnes, sans que ce soit des amis ou même des connaissances et donc ça favorise structurellement l'émergence d'influenceurs ouais. et d'influenceuses et donc ces influenceuses, influenceurs, créent donc il y a des rapports, disproportionnés entre des personnes qui sont suivies par des milliers, voire des centaines de milliers, jusqu'à Elon Musk qui est suivi de je crois par un peu plus de 200 millions de personnes, il me semble, ce qui est, je crois, 2 tiers des personnes quand même de sa plateforme, Ouais, c'est énorme. voilà, donc c'est fou. Hem et donc voilà, c'est un type de réseau, les réseaux phares qui, favorisent, ce jeu cette, émergence d'influenceurs, qui encouragent la valorisation de soi parce qu'en fait, on publie avec vraiment l'objectif de générer de l'engagement, Mmh. heu, que ce soit des nouveaux abonnés, du like, de la republication, souvent parce qu'il y a des intérêts, hein. Les politiques ont des intérêts à se faire toucher, à toucher, notamment les journalistes. Les journalistes, ont intérêt à se faire voir, par, d'autres journalistes, enfin et par un écosystème et cetera. Mais c'est pas le cas de, encore une fois, 80 des utilisateurs qui ont pas du tout ces intérêts-là et c'est donc un réseau qui les réseaux phares, ce sont des réseaux qui peuvent devenir des incroyables, chambres d'écho, mais Mmh mh. très déformées. Voilà, quand elles attirent à elles, notamment ces profils particuliers d'influenceurs et d'influenceuses que sont les journalistes et les politiques. Bah, c'est exactement la question que pose, Psychopastar dans le chat, c'était ma question suivante aussi d'ailleurs. Il dit: «Hello, moi j'ai l'impression qu'on parle énormément de X alors qu'il est 100 fois moins utilisé qu'Instagram par exemple. On en parle selon moi parce que c'est la bulle politico-médiatique qui se parle à travers cette poubelle», nous dit-il. J'allais pas poser la question comme Oui, ça, mais bien sûr. mmh, Mais là, c'est pour ça qu'en fait, le plus gros problème avec X, entre guillemets, c'est que les journalistes et les politiques y sont et que les 2 prennent, un peu comme le thermomètre de la société sur oui. ce réseau qui, je le rappelle, n'est pas un réseau, représentatif de la société française, qui est, un réseau ultra, polarisé et ultra, qui a attiré à lui plutôt les radicaux, de tous bords, Mmh mh. c'est-à-dire, à gauche comme à droite. Des gens très politisés, parmi les gens militants, des journalistes, et des politiques et que c'est le problème aujourd'hui, c'est que les médias citent X, que les politiques, maintenant ne communiquent, quasiment que sur X et voilà, et ça, ce n'est pas le cas sur n'importe quel autre réseau alors qu'effectivement, je redonne un petit peu les chiffres, quelques chiffres qui sont intéressants, hein. Effectivement, donc X, c'est en termes de taille, c'est un nain par rapport aux autres. Ouais, Un chiffre intéressant, c'est Twitter est le 4e réseau le moins fréquemment utilisé en France avant Telegram, LinkedIn et Pinterest ouais, et donc enfin voilà, effectivement, c'est l'importance qu'il revêt dans notre, débat public, est disproportionnée par rapport à sa taille et encore une fois, son déséquilibre donc effectivement et c'est entre autres parce que comme je disais, il a, aujourd'hui réussi à capter de manière hyper, hégémonique, cette, classe très particulière, encore une fois, d'influenceurs et d'influenceuses et ce sont eux qui ont du mal à partir en réalité, pas ouais. les autres, Oui, pas les 80. puis aussi la responsabilité, médiatique et politique où en fait, Twitter a beaucoup plus d'impact qu'un autre réseau social parce que, bah, il est énormément repris dans la presse notamment. Quand Exactement, un politique exactement tweet, il y a un article sur le tweet du politique, et l'article bien fait une sûr. polémique, c'est repris, au journal, télévisé éventuellement, donc même les gens qui n'ont pas Twitter connaissent tous Twitter et savent tous ce qui se passe, de très loin Oui sur Twitter. et d'ailleurs, en réalité, je pense que ça fait partie de cette, accélération de l'information et un peu de cette précarisation de la presse en général qui n'a plus le temps en fait de travailler parce que les moyens sont trop limités et donc c'est effectivement, beaucoup plus rapide de prendre un tweet de Jean-Luc Mélenchon que de regarder 1 heure et demie de vidéo
Voilà, et donc typiquement, ça c'est aussi en réalité un problème pour les politiques parce que Twitter se caractérise par un nombre de caractères limité, donc ça c'est difficile de faire passer une pensée complexe, en si peu de caractères. Ça amène forcément à des paroles caricaturales qui donc sont ensuite reprises et créent des polémiques. Alors que quand on regarde une vidéo de 1 heure, on comprend qu'en fait il y a tout un propos, toute, une pensée, et donc voilà, en fait on a vraiment un problème, sur la place que prend Twitter. Il y a des polémiques entières qui sont nées de Twitter et Mmh. qui sont devenues des faits nationaux, alors que c'était des faits divers. De mémoire, c'était le cas notamment du burkini qui était, voilà, c'était des photos qui avaient été partagées sur Twitter, probablement par des personnes, plutôt classées, à droite à droite ou très à droite de l'échiquier, et en fait, ça a tellement bouillonné dans dans Twitter que c'est devenu ensuite, ça a été repris par des journalistes et c'est devenu en fait un fait qui était à la une, en fait, ce qui est fou Oui. quand on y pense. Puis tout ça pose aussi le problème du fonctionnement même des réseaux sociaux en général, mais Twitter en particulier, avec le côté déjà éphémère des contenus. C'est-à-dire que Mmh. c'est très difficile d'archiver et de garder ces tweets et de faire le tri parmi tous ces tweets. Et aussi, et maintenant je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, c'est la question de l'appartenance de notre compte sur un réseau social comme Twitter. Parce que là récemment, on a eu, alors je sais pas si des gens ont suivi, mais Infowars, qui est un site d'extrême droite états-unien, qui a eu un procès, qui a perdu, et qui a dû se faire racheter, et qui a été racheté par The Onion, qui est un journal parodique, qui est un peu le Gorafi américain, états-unien, et ils ont donc racheté ce compte d'extrême droite Infowars, dont le compte Twitter. Et Elon Musk a dit vous ne récupérerez pas le compte Twitter, il appartient à X, le compte ne vous appartient pas. Alors qu'ils ont racheté la marque, ils ont racheté le compte. Donc ça pose aussi une question de fragilité de tous ces comptes et de tous ces réseaux qui sont possédés par des milliardaires dans un autre pays, et de fiabilité de cet usage-là pour le débat démocratique. Mmh. Oui, oui, bah, totalement, c'est globalement tous ces réseaux sociaux et même plus largement les plateformes numériques, qu'on utilise, quotidiennement, en fait, elles ont beaucoup de points communs. Leur modèle économique, surtout pour les plateformes sociales, sont basés sur la publicité, donc ça crée, une grosse partie du problème, en fait, hein, puisque qui dit publicité dit qu'il faut capter un maximum d'attention, il faut donner le plus, de raisons de cliquer sur les publicités, donc capter un maximum de données personnelles pour que les publicités soient ciblées, et qu'elles arrivent au bon moment par rapport à l'humeur de la personne. Enfin bref, ça entraîne vraiment cette vague de données toxiques. C'est aussi ce qui incite à viraliser les propos extrêmes parce que c'est ça qui crée de l'engagement, et ça, c'est vrai sur YouTube, qui est un média social, donc totalement une plateforme sociale, et il y a plein d'études qui montrent que YouTube, viralise sciemment, l'extrême droite, par rapport à l'extrême gauche, hein. Donc là aussi, on peut vraiment se poser la question de pourquoi, la gauche, les progressistes en général continuent d'alimenter la bête qui est YouTube, et pourquoi, en tout cas moi ça fait vraiment partie de mes réflexions, pourquoi ne sont-ils pas capables de comprendre qu'ils ont intérêt à vraiment s'en sortir parce ils ne luttent pas armes égales dessus. Mais voilà, effectivement, comme tu l'évoquais, on est sur des plateformes où on contrôle rien en fait, hein. Mmh. On est sur des plateformes qui sont des coquilles vides sans notre contenu, et c'est la force, en partie de leur modèle. Elles sont des coquilles vides sans notre contenu, mais et pour autant, tout le contenu qu'on y déverse, ne nous appartient, presque pas, puisqu'on n'a aucun contrôle dessus. On ne sait pas qui voit notre contenu, on ne sait pas, pourquoi, on voit certains contenus et pas d'autres. On ne sait pas du tout et on ne peut pas vraiment récupérer, tout notre contenu, une fois qu'on a décidé d'arrêter. On ne peut pas changer de réseau, pour aller sur un autre parce qu'on en a un peu comme on aurait envie de changer d'adresse mail et de pouvoir toujours envoyer des mails à nos amis. Techniquement, il y a voilà, ces réseaux ont été faits pour nous enfermer, ce qui pose, là aussi enfin, c'est une autre catégorie de problèmes, quoi. Mmh. On peut passer au thème en lien avec le thème de Twitter de X. C'est que pas mal de gens qui sont partis de Twitter, donc de X, dont moi, hein, où j'ai fermé mon compte Twitter pour aller sur un autre réseau qui s'appelle Blue Sky. Et pour toi, tu expliques dans ton article que c'est pas dans un de tes articles que c'est pas non plus une bonne solution, ce réseau. Alors est-ce que tu peux présenter un peu ce réseau, expliquer pourquoi selon toi c'est pas une alternative viable à Twitter? Alors, bien sûr, avec plaisir, mais tout en rappelant que je ne suis pas expert parce que, Oui. en fait, le problème, c'est qu'assez vite, on arrive sur des considérations techniques. Et moi, pour dire la vérité, donc j'essaye de suivre au maximum les questions techniques, mais d'une part, je ne suis pas,
je ne suis pas développeur, pas administrateur système et d'autre part, en fait, je trouve que souvent, les questions techniques sont les moins intéressantes. Mais bon, On peut rester sur en l'aspect plus gros politique, si tu préfères, oui, mais en fait, la question technique joue un peu parce que donc oui. effectivement, Blue Sky, à la base, c'est un projet initié au sein de Twitter. En fait, c'était l'idée de créer un protocole, décentralisé, que Twitter pourrait utiliser, voilà, donc c'était toute la volonté de Jack Dorsey d'essayer de trouver une sortie technique au problème, de sa plateforme, en fait, Mmh. qui lui échappait en partie. Alors après, comprendre exactement la mentalité de Jack Dorsey, c'est bien compliqué, si ce n'est qu'on est vraiment dans un autre monde et ça fait partie du point, hein. C'est qu'en fait, on est quand même avec des gens qui vivent dans un monde, nous, en France, on a tendance à dire que les ultra riches comprennent pas, les gens, normaux, mais là, on est dans une autre catégorie. La Silicon Valley, Silicon on Valley, est ouais. vraiment avec des gens qui, économiquement, idéologiquement, dans leur tête, c'est juste, on est dans voilà, donc c'est compliqué de comprendre exactement, mais il s'est dit: «On va lancer, ce protocole». Au moment du rachat, de X donc de Twitter à l'époque par Musk, la petite équipe, de Blue Sky, a pris son indépendance et donc ils ont continué à travailler. Ils ont ouvert en bêta, privée donc pour limiter un peu l'accès parce qu'ils n'avaient pas encore les infrastructures, voilà donc aujourd'hui parce qu'il y a eu l'élection de Trump et que un certain nombre d'enquêtes commencent à montrer qu'il est fort possible que Twitter ait joué un rôle, en tout cas que Musk ait vraiment mis, sa plateforme au service spécifique de l'élection de Donald Trump, là encore en jouant avec les algorithmes de recommandation. Voilà, ça a recréé une vague de départ. Rappelons qu'il y en a eu plein. Moi, j'ai fait partie de la vague de départ d'octobre, ou septembre 2022, Mmh. au moment du rachat. Ouais, Et à chaque fois, il y a des vagues de départ et au final, effectivement, ça prend pas totalement, donc je suis un peu on va voir. on va Mais voir. en tout cas, je pense que Blue Sky est effectivement, mieux que Twitter. C'est-à-dire que pour moi, il y a un problème, avec Blue Sky, mais il y a pas le même problème moral. Mmh. C'est-à-dire, je mets pas les 2 sur le même, pour moi, Blue Sky, aujourd'hui, enfin, en fait, a été créé par les mêmes personnes, au même endroit du monde, avec les mêmes mentalités, les mêmes idéologies libertariennes, donc cette liberté d'expression, cette volonté, en plus, une mentalité très, crypto-monnaie, très, au niveau des financements, un peu au niveau de l'équipe, au niveau de la dirigeante, de Blue Sky. Donc tout cet écosystème, est très proche, là encore, des milieux très conservateurs américains. Donc je me fais pas beaucoup d'illusions sur, les personnes derrière et je me fais aucune illusion sur le modèle économique et en tout cas sur, le fait qu'ils ont été financés par des capital risqueurs américains, qui vont certainement continuer de lever de l'argent parce qu'ils vont avoir besoin de grossir pour, absorber, la masse d'arrivants et que ces VC, donc ces capital risqueurs américains sont pas là pour construire un réseau social, alternatif, Ouais. enfin là-dessus, on peut plus être naïf comme on pouvait l'être en 2006 quand Twitter a été créé, Et déjà ça a et commencé que avec ils ont quadruplé je crois leur équipe de modération, donc elle commence à voilà, grossir déjà. ils vont avoir besoin d'argent pour le faire évidemment et voilà, je j'avoue que je trouve ça vraiment à la fois donc sympathique, mais un peu enfin terriblement naïf de voir tout le monde arriver sur Blue Sky en disant: «Oh là là, c'est quand même génial de pouvoir discuter, sans se faire, tout de suite assaillir par des fachos ou par des gens agressifs» et en fait, mais juste attendez un petit peu, enfin, Mmh. si en gros, si Blue Sky réussit, les mêmes problèmes reviendront parce qu'ils sont inhérents à ce genre de réseau social et par ailleurs, sur le moyen long terme, tant que Blue Sky reste, capitalisé de cette manière et cetera, vraiment ça relève vraiment de la croyance de penser, qu'il va se passer autre chose qu'une volonté de chercher un max de profit et donc a priori, via des modèles assez semblables à celui de Twitter. Et toi tu prioriserais un autre réseau qui est Mastodon? Est-ce que tu peux présenter un peu ce réseau et expliquer pourquoi selon toi il est plus, vertueux que Twitter ou Blue Sky? Bah, c'est là où justement je suis embêté parce qu'on arrive à des questions un peu techniques. Donc pour compléter sur Blue Sky, certains disent: «Mais Blue Sky, est quand même un protocole décentralisé, théoriquement tout le monde peut l'héberger, donc ça réduit, les risques que ce soit un seul endroit, qui puisse être acheté par n'importe qui» et cetera. Moi, j'attends de voir là encore parce que c'est pas parce que c'est open source, que c'est décentralisé que dans les faits, c'est facile à faire.
en plus, il y a quand même toujours la question de il faut quand même beaucoup d'argent. C'est pas parce que ça existe que tout le monde peut le faire. Donc vraiment, attendons de voir, mais je reste très méfiant sur ça. Après, Mastodon, j'ai beaucoup discuté ces dernières semaines avec beaucoup de gens qui disaient: «Non mais Mastodon, il y a pas eu vraiment de volonté de le rendre plus inclusif, d'un point de vue ergonomique pour des gens qui sont pas des geeks ou qui sont très, conscients en fait, et prêts à faire des sacrifices en fait, en termes de, d'ergonomie ou de viralisation». Parce que c'est vrai que c'est un réseau très différent. Ouais. Il y a aucun algorithme, qui joue sur la publication des posts. C'est en chronologique, point barre. OK. Donc en fait, c'est vrai que quand on est une star et qu'on a l'habitude, d'avoir tout le temps de l'engagement sur ses posts, c'est un peu la douche froide, et donc beaucoup sont venus et sont repartis aussi secs sur Twitter pour avoir leur shoot, d'engagement. Donc oui, c'est un réseau très différent. Il est pour le coup vraiment, décentralisé, et de fait, il fonctionne déjà sur, un très gros nombre d'instances, et la preuve a été montrée que c'était assez, que c'était possible d'en héberger. Donc après moi c'est pour ça que j'en viens, enfin au fil de ces réflexions, au fait que peut-être que notre problème, c'est pas tant, de savoir si le bon réseau c'est Twitter, Blue Sky ou Mastodon, c'est de savoir si ces réseaux sociaux spécifiquement là, ces fameux réseaux phares sont des bons réseaux pour notre démocratie, en fait. Mmh. C'est vraiment la question que je me pose. Je n'en suis vraiment pas sûr. Je pense que le fait de vouloir être, un réseau aussi gros, Mediapart. Oh. avec, Il y a Opost qui nous lance un raid. Excuse-moi, je t'interromps. Mediapart. pas de souci. Bonjour Opost, merci pour le raid. Je t'interromps, mais je Mediapart. présente un petit peu de nouveau l'interview. Bien sûr. Je suis avec Louis Derac et on est en train de parler de Twitter et de Blue Sky. Alors Louis qui est formateur sur les questions numériques et qui réfléchit au lien entre numérique et démocratie et à une autre utilisation du numérique. Et on était justement en train de parler des alternatives à Twitter. Alors on a parlé un peu de Blue Sky et là on est en train de parler de Mastodon, mais aussi de est-ce que le problème finalement ce serait pas ce type de réseaux sociaux en général. Voilà, donc merci pour le raid David et je te laisse reprendre là, excuse-moi pour l'interruption. Pas de souci. Je connais pas encore assez Twitch pour savoir ce que c'est un raid. En fait, c'est une chaîne, Mais il y a une autre chaîne qui est en train de faire un live et quand le live se termine, il envoie ses spectateurs sur une autre chaîne. Donc là, il y a 200 et quelques personnes qui sont arrivées de chez David Dufresne, qui était aussi en train de parler d'accord. de Hello Kit X d'ailleurs sur Oui, la oui. chaîne, donc ça va prolonger pour les gens qui étaient là-bas. Oui, et qui donc, effectivement, au Post a publié un article, un peu dans le même sens de ce que de ce et d'ailleurs que j'ai repris, dans le mien, hein, en disant que voilà, derrière, Blue Sky, on retrouve, l'argent, de la crypto mafia, et cetera, et que enfin voilà, il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur ce réseau. Mais oui, voilà, moi je me demande, si, effectivement d'une certaine manière, les mêmes causes vont pas produire les mêmes effets. Mmh. C'est-à-dire que si on veut refaire Twitter, on retrouvera les problèmes de Twitter, et il y a, dans mon travail militant, un terme que j'emploie souvent qui est, le solutionnisme technologique, Mmh. ou, technosolutionnisme, Que c'est les, l'autre terme. que les gens qui parlent d'écologie Que connaissent bien d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que c'est les technologies qui vont nous sauver de tous nos problèmes, hein, qu'ils soient écologiques, sociétaux, politiques. S'il y a du chômage, on va trouver une application. Enfin, en fait, on peut tout régler avec la technologie. C'est évidemment, quelque chose qui est hyper fort, dans la Silicon Valley. Ça a été vachement importé en France, notamment évidemment dans la Startup Nation, et la French Tech, et cetera, dans certaines grandes écoles, chez nos dirigeants, et en fait, je me demande si, le fait de vouloir donc effectivement quitter Twitter pour un autre réseau du même style, c'est pas d'une certaine manière un solutionnisme technologique. Oui. On a un problème, complexe qui est sur Twitter, mais qui pour moi n'est pas que technique encore une fois, qui est vraiment un problème de ce type de réseau, de cette manière de se parler, de cette taille. Il y a un problème quand même. La modération, c'est un sujet vraiment ultra compliqué. Mmh. Quand on s'y intéresse, il n'y a pas de réponse parfaite, pour celles et ceux qui s'intéressent, aux travaux notamment de la Quadrature du Net sur les libertés publiques, et sur Internet. Il y a vraiment des grosses inquiétudes de censure aussi au travers de la modération, parce que si on laisse la modération à des plateformes privées et que c'est plus un juge, par exemple, qui décide de ce qui est retiré, en fait, on a plein de soucis. Donc voilà, la question que je pose, c'est est-ce que, il n'y a pas un peu, un technosolutionnisme à vouloir partir de Twitter pour aller sur un réseau qui lui ressemble? Et donc, en fait, ça pose la question de est-ce qu'on a besoin de ce genre de réseau? Mmh. Et si on n'en a pas besoin, ou si on se dit qu'en fait, effectivement, à force de vouloir exactement ce même genre de réseau, on va créer les mêmes problèmes,
et ben qu'est-ce qu'on fait? Oui, C'est pour ça que dans mon article, je disais: «Est-ce qu'il ne faut pas inventer, ou réinventer ou redonner vie à des bistrots, à des cafés, à des places publiques, oui. numériques qui auraient d'autres, dynamiques, sociales, Et puis d'autres tailles aussi. heu Tu poses la question de et d'autres l'ampleur et de tailles?» la taille en se disant: «Est-ce qu'on a Exactement. besoin de parler à autant de monde en même temps, en fait?» Exactement, et qui recréerait aussi peut-être un peu plus d'horizontalité, c'est-à-dire qui empêcherait le fait qu'il y ait des méga gros influenceurs, voilà, parce que dans le bistrot, on peut donner peut-être une petite conf, mais on la donne à 20 personnes, donc on est vraiment effectivement sur d'autres tailles. Donc c'est un peu ça la question et moi, en fait, ce que je regrette dans mes derniers articles, et ce que un peu tu évoquais, dans les, voilà, c'est qu'en fait on a eu du temps maintenant, ça fait quand même maintenant, je dirais une dizaine d'années on a de plus en plus de recul sur ce que le numérique en général nous fait Mmh. et notamment les réseaux sociaux et je regrette qu'on n'ait pas pris ce temps pour réfléchir, quoi. Parce que là, évidemment, on est dans l'urgence, donc les gens, bah, c'est pas l enfin et d'ailleurs, je dis pas que c'est aux gens de réfléchir à tout ça, mais pour moi, il y a vraiment un rôle des organisations, des partis politiques, notamment de gauche, parce que encore une fois, heu être un parti politique de gauche, qui se revendique d'un post-capitalisme, voire d'un anticapitalisme et être sur ce genre de réseau, vraiment ça pose question. Il y a vraiment plein d'incohérences comme celle-là et je trouve ça dommage que depuis le temps qu'on sait, bah, voilà, le rachat de Musk, c'était il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'il y aurait pu avoir un peu un électrochoc en disant: «C'est vrai qu'on a besoin de ce genre de réseau aujourd'hui, il est en train d'aller vraiment très, très mal, on met en place des groupes de travail et on réfléchit à la suite» Mmh. et force est de constater qu'il semblerait que ça n'ait pas trop eu lieu, quoi. Il y a une question, je réponds juste à des personnes dans le chat. Effectivement, on parle de bistrot numérique, hein, pas de vrai bistrot. Enfin, Oui. vous pouvez aller au vrai bistrot si vous voulez, mais c'est une image pour dire si on avait des plus petits espaces avec moins de monde numériquement pour discuter Et avec des d'autres plus petits interactions, groupes et avec d'autres types d'interactions d'autres types et d'interactions. abandonner en fait l'idée de la viralité. Et ça pose aussi la question du modèle économique Mmh. de la presse, ça pose la question du modèle économique des influenceurs, etc. etc. En fait, ça pose énormément de questions, mais c'est vrai que c'est un énorme non-dit politiquement parce que la plupart de notre débat public aujourd'hui se fait sur des réseaux sociaux et on questionne pas trop à gauche en tout cas le fonctionnement de ces plateformes et la nature de ces plateformes. Alors on dit les GAFAM c'est pas bien, mais à côté de ça tous les politiques de gauche sont sur des réseaux des GAFAM parce que bah, c'est là qu'ils touchent leur électorat. Donc comment on sort de cette espèce de cercle vicieux de oui, mais on reste, même dans lequel je suis moi-même, hein, bien sûr, on reste sur des réseaux parce qu'en fait, on a notre audience qui est là, on sait que les réseaux sont pas bien, mais si on s'en va, et ben, on n'aura plus d'audience, on n'aura plus de revenus, etc. etc. Donc, comment on sort de ça, quoi? Mmh. Euh, C'est la question, très difficile. c'est la question difficile. D'ailleurs, des gens parlent d'autres réseaux sur le chat. Euh, Quid des forums à l'ancienne. Oui, Je pense que la centralisation de ce modèle par Reddit, par exemple, on parle aussi que ce modèle ouais. a pu être centralisé. Et moi, j'avais une question par rapport à toi, ton usage des réseaux sociaux, que je trouve intéressant aussi. Toi, tu as pour pratique de rien mettre uniquement sur les réseaux sociaux et toujours de doubler avec ton site internet Ouais. personnel. Ça, c'est aussi une pratique numérique qui permet un peu de contourner ces difficultés de côté éphémère et manque de contrôle sur les réseaux sociaux. Oui, bah, c'est ça, en tout cas, c'est le compromis que j'ai trouvé parce que moi, je suis comme un peu tout le monde, et c'est là où pour moi, il y a la différence entre les «éco-gestes», entre guillemets, ou les petits gestes individuels qu'on peut faire et en même temps, ce qui doit devenir des gestes politiques, qui facilitent la vie à tout le monde. Parce que, soyons clairs, les gens qui peuvent se couper totalement des réseaux sociaux, c'est un peu comme ceux qui peuvent acheter bio tout le temps, en fait. C'est les privilégiés. C'est ceux qui peuvent se dire: «OK, je me coupe de ce moyen de diffusion». Donc c'est pour ça que encore une fois, pour moi, la responsabilité, elle est pas individuelle, elle est au niveau plutôt de ceux qui peuvent créer qui peuvent organiser en fait, la société. Hem, donc moi, effectivement, de manière très concrète, mon compromis, c'est de dire: il y a quelques réseaux sur lesquels je suis, donc je suis sur Blue Sky. Mhm. Comme je le disais, pour moi, quitter Twitter était un choix moral, Mm. parce qu'on avait atteint un niveau où on était sur un réseau social quasiment d'extrême droite. C'est, pour refaire l'analogie, Blue Sky n'est pas un réseau social d'extrême droite. Mhm. Peut-être qu'il le sera dans 10 ans, mais pour le moment, il ne l'est pas. Pour moi, il est très problématique, mais comme LinkedIn, et je suis sur LinkedIn, Mhm. pour des raisons professionnelles. Je suis aussi sur Mastodon, c'est mon réseau préféré, mais pour des raisons professionnelles et pour partager mes articles notamment à des gens qui ne sont pas déjà des gros convaincus, c'est effectivement important. Mais typiquement, ce que je fais, c'est effectivement que ça part toujours de mon site web, que les gens peuvent s'abonner en flux RSS à mon site web et s'abonner à la newsletter. C'est-à-dire que en fait, je leur donne des moyens de me suivre
sans passer par des plateformes fermées, privatrices, qui sont potentiellement toxiques. Et ça, c'est la base. Quand je vois des partis politiques ou des associations qui n'ont pas de site web et pas de newsletter et pas de flux RSS, pas quelques options pour permettre aux gens qui veulent les suivre de ne pas avoir à se créer un compte Facebook ou de se rajouter du temps à passer sur Facebook, c'est la base pour moi, effectivement. Et après, petit à petit, on peut aller plus loin, mais en tout cas, effectivement, c'est Ouais, ce que je au moins fais avoir et je des pense que c'est alternatives la à base. proposer aux gens, quoi. Exactement. Sans C'est parler de. et d'ailleurs, on a plus de contrôle parce que comme je Mm, le disais, plus tôt, quand on est sur une plateforme sociale, on n'a aucun contrôle. On ne mm. sait pas, si la plateforme nous valorise ou pas, on ne sait pas quel post va être valorisé ou pas. Quand on envoie une newsletter à son public, on est sûr, qu'ils la reçoivent. Après, est-ce qu'ils la lisent, c'est autre chose. Mais au moins, on contrôle, on sait qu'on a des adresses mail, on a un contrôle bien supérieur, au fait de dépendre d'une plateforme. Et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le. Peut-être qu'on va dépasser un peu, je sais pas si t'as le temps après, un peu après 11h, comme on a commencé avec Oui, du oui, retard. Ouais. pas de souci, Ok, bon, jamais tu me dis hein, si tu veux, si tu dois partir. ça marche. Simplement sur la question de la discussion et du débat. Ça, c'est pas un lieu de débat en fait, les réseaux sociaux, et on a pris du temps à s'en rendre compte. Mais par exemple, tu me disais, tu montrais sur ton site, pour privilégier la discussion, tu t'es sur les réseaux pour faire de la veille, éventuellement médiatique, pour poster un peu tes articles. Mais ça va pas être un lieu de discussion, et tu vas privilégier le mail ou la visio directement comme maintenant pour avoir un lieu de Mmh. discussion. Ça peut aussi être une solution pour essayer de détourner un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir sur les réseaux qui sont en fait pas un lieu de débat, mais qui sont plutôt un lieu de clash, quoi. Notamment Twitter. Alors, je dirais pas que c'est pas un lieu de débat pour personne. Mm. Par contre, les études montrent que globalement, c'est pas là où en fait, la plupart des gens en tout cas, peuvent débattre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un lieu, comme tu dis, un peu de clash, où des gens qui ont des très grosses convictions ont tendance à «débattre» entre guillemets, de manière plus ou moins agressive. Mais en Mm. fait, dans ces circonstances, personne ne va changer d'avis, jamais. Donc, effectivement, c'est pas forcément les bons lieux. Il faut aussi dire qu'on a quand même beaucoup d'études qui montrent que, je pense notamment aux études de Jane, Shrady, je le prononce à la française et à l'anglaise, qui est, une professeure à Sciences Po, spécialisée sur ces questions, notamment des réseaux sociaux, et qui a fait un très gros travail pour montrer que, en fait, la droite, était beaucoup mieux organisée et profitait beaucoup mieux des réseaux sociaux et des plateformes sociales en général, pour plusieurs raisons. C'est qu'en général, elle est mieux financée, elle est capable d'avoir plus de personnes, dont dédiées, que c'est donc voilà, mieux organisé, mieux financé, que institutionnellement, la hiérarchie des réseaux leur bénéficie, et notamment, là, on a des exemples. Et enfin, qu'en termes d'idéologie, leurs contenus sont plus viraux, en fait, parce que c'est Ouais. plus simple de parler de liberté. C'est souvent des messages un peu plus cash, un peu plus simplistes, et ça, les algorithmes adorent, parce que en fait, c'est un peu. Donc, là encore, il faut aussi se dire qu'en termes de débat, il faut vraiment se poser la question de si on est sur des espaces qui sont équilibrés en termes de valorisation et de chance, en fait, de Mm. discuter. C'est un peu comme si on allait faire un débat, entre guillemets, et qu'il y avait une personne qui avait droit à 1 heure de parole et l'autre 30. Ouais. C'est quand même compliqué, quoi. Puis on voit Voilà, aussi, donc. ouais. On voit aussi la fragilité de ça, notamment parce qu'il y a eu le moment de l'attaque du Capitole par Trump, où il y a eu, on a remarqué en tout cas un recul de l'extrême droite sur pas mal de plateformes. Après l'invasion du Capitole, il y a eu pas mal de chaînes YouTube, de comptes Twitter, etc., qui ont été bannis, et les plateformes ont montré qu'elles étaient en capacité de faire baisser l'influence de l'extrême droite, mais parce que c'était sous pression, parce qu'il y avait, ce contexte-là de coup d'État, mais il a suffi d'attendre 1 an pour que Trump revienne, que Musk rachète Twitter, pour que ça rebascule de l'autre côté. Donc en fait, il y a une fragilité, il y a un manque de contrôle démocratique sur ces plateformes-là aussi, dans leur fonctionnement. Totalement. Voilà, donc effectivement, ça, c'est mon parti pris, et je sais que d'autres personnes que je lis et respecte, partagent pas cette vision. Mais effectivement, moi, à mon avis, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que, en fait, au-delà de la question Twitter, Blue Sky, Mastodon, est-ce que, en fait, c'est vraiment possible, de faire, typiquement, prenons le cas de l'extrême droite, d'aller reconquérir les cœurs sur ces réseaux? Vraiment, je me pose la question. Ce qui n'empêche pas que, par contre, il y a des très gros enjeux. Je pense notamment, j'ai regardé récemment l'émission, enfin, je crois que c'était à la fois chez Mediapart et chez Blast, que vous avez invité, Maxime Massé et Pierre Plotus sur le pop fascisme. C'était sur Voilà, Au donc Poste, et sur mais c'était David Dufresne, c'était l'émission qui est sortie avant-hier là.
Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu plusieurs invitations, autour de leur livre sur le pop-fascisme et comment l'extrême droite a déjà enfin, en tout cas, gagné la bataille culturelle en ligne Ouais, et là encore, faut effectivement analyser ça et se demander comment stratégiquement on s'adapte, en tout cas, on pas le mal zéro contre-attaque souci. aussi, Ouais. puisque pour eux, la guerre n'est pas pour reprendre ce genre de termes, n'est pas perdu. Mais en tout cas, en ce moment, là encore, je le disais, on est sur un espace qui n'est pas, favorable. Donc, pour moi, il y a vraiment une stratégie aussi, hors réseau, en fait, hors réseau, parce que là, je parlais de bistrot numérique et cetera, mais il y a aussi juste une question, c'est, est-ce qu'on survalorise pas l'espace numérique aussi? Ouais. Je parle encore une fois des gens en général, parce que les gens qui se il y a des gens qui sont sur internet et qui passent beaucoup de temps à débattre, et cetera. Donc, évidemment qu'il y a des choses à y faire, mais il y a vraiment aussi beaucoup de gens, qui sont pas aussi politisés que nous, qui sont un peu plus indécis aussi que nous et encore une fois, ces personnes-là, je crois que pour reprendre ce que disait Salomé, Saké, je pense qu'il faut aller les voir, faut discuter longtemps, et ça se passera pas sur des réseaux, sociaux, numériques. Et une question qui revient un peu dans le chat, c'est, d'autres modèles de réseaux, est-ce que, Reddit ou Discord encore plus, ça peut être des solutions? Parce que Discord, c'est Mmh. quelque chose de plus, ça ressemble un peu à ce que tu dis en termes de bistrot numérique. Est-ce que pour toi, Oui. ça peut être une solution? Ouais. Ouais, c'est des très bonnes, pistes en tout cas et je les on tu parlais tout à l'heure des forums à l'ancienne. Effectivement, faut par contre se dire que tous ces types de réseaux ont un problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont vachement basés sur l'écrit. Or Mmh. l'écrit est hyper discriminant. En fait, seuls les élites, les sachants, les CSP++, aiment passer du temps à écrire. Donc faut quand même, s'interroger sur d'autres façons de peut-être de faire. Heu mais peut-être, enfin, c'est pour ça, moi, je disais, si on reprend, par exemple, une idée de bistrot, peut-être on pourrait faire des papotes en ligne, où on propose, à une trentaine de personnes de venir discuter d'un sujet, et en Mmh. fait, ça, c'est animé par un espace qui serait assez local, en fait, et connu des gens du coin, qui pourraient pas forcément se déplacer. Peut-être qu'il faut coupler ça avec des temps physiques, qu'organisent certains bars, certains cafés, des temps un peu où on discute, il y a plein de choses. En fait, il y a des choses qui existent, et qui à mon avis, qui ont clairement été, marginalisées par l'arrivée des réseaux sociaux dominants. Mmh. Donc effectivement le web, «à l'ancienne» entre guillemets, les blogs, les forums, et cetera. Mais je pense aussi on peut être très inventif en réalité et d'ailleurs, petit conseil que je vous donne, d'éducation au numérique très concret, moi je peux vous dire que maintenant dès que j'ai un groupe, que ce soit des étudiants ou, des étudiantes ou des plus âgés, je leur propose d'imaginer un réseau social alternatif Mmh. et vraiment d'être inventif en fait, de se donner aucune limite et c'est hyper intéressant de voir à quel point on s'est étriqué en fait sur ce que ça pouvait être un réseau social numérique. Mmh. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf s'il y avait des choses à rajouter ou s'il y avait des questions du chat, mais je crois que j'ai un peu fait le tour aussi des questions du chat. Peut-être on peut un peu, faire de pub. J'ai remis ton site dans le chat et puis, Ah, c'est gentil, toi, tu es c'est pas disponible, obligé. tu donnes des formations aussi toi dans dans que tu fais Oui, ça moi des bah, moi des étudiants, je des, donne des formations, des conférences, je fais de la conception, voilà et après, bah, ça m'intéresse aussi d'avoir des temps d'échange, de discussion sur tous ces enjeux. Moi, j'aimerais bien juste conclure ouais? sur ce que je disais, parce que je pense qu'ici, c'est un bon endroit pour le dire. Je constate en fait que depuis, la dizaine d'années que moi j'évolue dans l'écosystème, en fait, le niveau de compréhension des enjeux dont on parle aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a peu augmenté Mmh. et en réalité, ça m'inquiète, en fait. Je me dis vraiment, et encore une fois, je pense notamment aux partis politiques, je pense aux syndicats, Mmh. je pense, aux grosses assos, je pense, aux gros médias, et aux moyens médias. Vraiment, ça m'interpelle, que personne encore, alors je dis pas qu'il y a rien, hein, Ouais. et je connais pas tout, hein, mais j'ai l'impression vraiment qu'on est un peu pris de court par ça et vraiment, compte tenu de l'importance qu'a le numérique dans nos vies et qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos vies, il faudrait vraiment je pense, se mettre au travail sur ce que c'est un numérique de gauche, sur Mmh. ce que c'est une présence web, de gauche, parce que, là, aujourd'hui, on joue avec les outils, du capitalisme et on joue avec les outils, favorisant l'extrême droite et c'est quand même problématique, quoi. Ouais. Bah, c'est une très bonne conclusion Ouais, et ben, bah, merci. donc c'est un appel, s'il y en a qui veulent se lancer sur ça, enfin franchement, parlons-en,
parce que ça vaut le coup d'y Mmh travailler, mh. quoi. Bah, merci Voilà. beaucoup en tout cas, d'avoir accepté cette invitation et puis, Avec alors plaisir. j'ai remis ton site dans le chat, donc si les gens veulent aller voir ce que tu écris, ce que tu produis et tout, c'est disponible et puis, bah, merci beaucoup. Puis nous, pour le live, on reste ensemble, on va lire quelques articles pour aller un peu plus loin et puis, des articles sur d'autres sujets d'actualité également. En tout cas, merci beaucoup Louis Ça marche, pour ton merci. temps. Bonne journée Salut, tout le monde. salut. 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 Et voilà, bah, c'était super intéressant. Merci à Louis d'être venu. Alors, je vais me mettre rapidement en mode studio, simplement pour pouvoir vous capturer, correctement tout ce qui se passe sur Mediapart. On va rester ensemble encore, hein, jusqu'à midi et quelques. Je vais dépasser un petit peu parce comme on était en retard ce matin, ça permettra d'avoir un peu plus de temps. Alors attendez, faut que j'aille dans capture ici, voilà, c'est ça. Capture de fenêtre. Je me remets juste sur Chrome. Voilà. Comme ça, je peux vous capturer Mediapart. Capture plus caméra plus chat, voilà. Alors on est revenu sur un mode capture. Merci à lui d'être venu en tout cas, ouais, donc ça va vraiment, réfléchir sur notre usage des réseaux sociaux, et effectivement il y a le côté, c'est un éléphant dans la pièce quoi. Le numérique, ça prend énormément de place, dans nos vies. Ça prend énormément de place dans notre débat démocratique et les questionnements sur, qui possède ces plateformes, comment elles sont utilisées et cetera, ils existent, hein, c'est pas aussi important dans le débat public que ça devrait l'être par rapport à l'importance que ça a dans nos vies, quoi. Donc voilà. Mais c'était vraiment cool d'en parler. De toute façon, tout sera sur le live. Vous pourrez voir la galère du début de live où on a pris 10 minutes à faire tout fonctionner. Euh, et toute l'interview, donc les quasiment 1 heure d'interview avec Louis sont disponibles, bien sûr. Puis aller sur son site, hein. C'est très intéressant. J'ai lu quelques-uns de ses articles. C'est vraiment des bonnes réflexions. Alors, il disait pas mal qu'il n'était pas expert, effectivement, sur les questions techniques, mais il a énormément réfléchi à ces questions de réseaux sociaux et je pense que c'était intéressant de voir tout ça. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'aller. J'ai le pour aller plus loin, bien sûr, que j'avais préparé, avec d'autres informations sur Blue Sky notamment. Je vais regarder un petit peu tout ça, pour voir un petit peu ce qu'il en est de ce réseau social particulier. Voilà. Parce que je vois le chat là, donc c'est bien. Alors, est-ce que la capture fonctionne? Pas du tout. On va faire autrement. Capture. On peut diminuer la taille un petit peu, je pense. Je fais comme ça. Ok. Voilà. Incroyable. Incroyable technique. Voilà. Bon. T'as toujours les locaux pour toi tout seul? Non, j'ai pas les locaux pour moi tout seul, il y a du monde autour de moi. Ouais. Non, vous pourrez voir le début, hein, c'était incroyable, hein, vraiment. Alors j'arrive, le deuxième écran marchait pas. Ensuite, on a réussi par finir à faire fonctionner le deuxième écran. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a allumé le truc. Moi, j'ai du mal à me connecter au truc de vidéoconférence. Je suis arrivé 40 minutes en avance, hein. Et ensuite, la caméra, là j'utilise la caméra de l'écran de l'ordinateur et pas la caméra HD appareil photo, parce qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'était vraiment rigolo. Une bonne ambiance. Mais on a réussi. Écoutez, on a fait une interview, c'était très intéressant. Je suis content. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller un peu plus loin avec la question de Blue Sky, parce qu'on en parlait justement avec Louis, c'est que ce réseau social-là, Blue Sky, qui est présenté comme une alternative à Twitter et qui effectivement est mieux que Twitter, hein, ce que disait Louis également, on n'est pas sur un réseau d'extrême droite pour l'instant. C'est parce que le pire n'est jamais certain. Mais ce réseau-là prend de plus en plus de place. Et ce réseau-là, d'où vient-il? D'où sort-il? Donc, il y a un article de France Info qui présente qui est Jay Graeber, la patronne du réseau social Blue Sky.
hein, qui a seulement 33 ans, a donné naissance au réseau social concurrent de X, qui a passé la barre des 20 millions d'utilisateurs en novembre. On a eu, au moment de l'élection de Trump, une augmentation considérable de 1 million d'utilisateurs par jour, hein, ce qui est considérable. La capture est un peu trop zoomée, non, vous inquiétez pas, pour le texte de l'article, c'est bon. Vous allez voir, ça va fonctionner. Tout est prévu. Tout est prévu. Alors, que nous dit cet article? Alors, Blue Sky, c'est les Bluesky, comme on dit bien sûr, dans le langage courant. C'est le réseau social concurrent de X, sur lequel des millions de tweetos ou Xos, on ne sait pas comment dire depuis que Twitter est devenu X, des millions d'oiseaux bleus, dirons-nous, sont en train de migrer. Mi-novembre, Blue Sky a passé la barre des 20 millions d'utilisateurs, encore loin des 400 millions d'utilisateurs de X. Oui, Jack Dorsey aussi derrière Blue Sky, hein, c'est ce que expliquait Louis tout à l'heure. Blue Sky, ça a été créé à l'intérieur de Twitter. À la base, c'était conçu comme un projet à l'intérieur de Twitter. Et comme un projet plus décentralisé, etc. etc. Blue Sky est centralisé. Alors Blue Sky n'est pas centralisé, mais il pourrait le devenir, hein, ça n'empêche pas. En tout cas, pour l'instant, c'est plus ils avaient plus un projet de faire quelque chose de plus décentralisé, de plus avoir une interopérabilité avec les autres réseaux sociaux, ce qui était aussi un problème de Twitter qui veut garder les gens uniquement sur X, ce qui n'était pas le cas. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qui est derrière ça et qui finance, comme d'habitude. Jack Dorsey, donc, qui était le créateur de Twitter, a commencé à s'est barré, en fait. Et le réseau s'est développé séparément de Twitter, en fait, effectivement, depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, vu que Elon Musk, c'était pas trop son projet de faire des trucs un peu plus décentralisés. Voilà. Voilà. Alors, l'article. Blue Sky, c'est donc le réseau concurrent de X. Hein, on est encore loin des 400 millions d'utilisateurs de X, mais bon, le réseau a quand même 20 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Encore loin des 400 millions d'utilisateurs de X, mais avec près d'1 million de nouveaux utilisateurs chaque jour. C'est donc Jay Graeber qui se retrouve à 33 ans à la tête de la principale alternative au réseau d'Elon Musk. Blue Sky, ciel bleu en français. Pour la petite histoire, à sa naissance, Jay Graeber a été baptisé par son père professeur de maths et sa mère acupunctrice de l'acupuncture, du nom de Lantian, qui signifie en mandarin ciel bleu exactement. Tout un symbole pour sa mère qui avait connu la censure en Chine et qui voulait qu'elle jouisse d'une liberté illimitée. C'est aussi l'ambition qu'elle porte avec Blue Sky, un réseau dont la différence avec X réside dans la décentralisation des données. Elles ne sont pas détenues par l'entreprise, elles sont en open source. C'est-à-dire que la technologie est accessible à tous ceux qui l'utilisent, et qu'elle évolue au fil des ajouts des utilisateurs. Une application dont Jay Graeber aime dire qu'elle est faite par le peuple et pour le peuple, carrément. Alors vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Hein. En revanche, oui, comme disait Louis, je ne mets pas un signe égal entre ça et Twitter, mais voilà. Donc les données sont décentralisées, donc elles sont pas détenues par l'entreprise, donc ça c'est un petit peu un modèle différent de ce que fait Twitter. Une aventure débutée en 2019. Alors vous allez voir, on a vraiment un storytelling, hein, sur la patronne, qui est très Silicon Valley. Hein. C'est vraiment l'histoire de raconter son histoire en disant que tout était prédestiné pour qu'elle fasse ça, etc., etc. Très Silicon Valley, hein, l'histoire qui est reprise par France Info. Robin des Bois est son livre préféré quand elle était enfant. Vous voyez, on a vraiment le storytelling est au point. Son histoire peut faire penser à la légende du brigand au grand cœur de la forêt de Sherwood, car figurez-vous qu'elle a en quelque sorte piqué Blue Sky à Twitter. Enfin, pas exactement. Tout commence en 2019. À l'époque, Jay Graeber est déjà une ingénieure accomplie, très impliquée dans les crypto-monnaies. Donc voilà, on revient voir nos crypto-monnaies. Et surtout passionnée des questions de décentralisation du web. C'est à ce moment-là qu'elle est recrutée par l'ancien patron de Twitter, Jack Dorsey, qui cherche à mettre en œuvre un nouveau protocole. 2 ans plus tard, à cause du Covid, le projet n'est guère avancé, mais Jack Dorsey veut le relancer. Elle accepte à une condition, que Blue Sky prenne son indépendance de Twitter, devenue une société distincte. Voilà comment elle a donné naissance à un réseau social qu'elle aime qualifier de révolutionnaire, puisque Blue Sky est indépendant des multinationales de la tech. Certains grincheux lui reprochent déjà son statut d'entreprise ou son financement par capital risque. Bonjour, c'est nous, les grincheux. C'est pas vraiment grincheux de reprocher à quelqu'un d'être financé par capital risque. Hein. Effectivement, il y a la question de la naïveté dont parlait Louis tout à l'heure. Ok, là pour l'instant, le projet est plutôt en mode décentralisation, on ne veut pas faire comme X, etc. Mais bon, le réseau va devoir grossir, il va devoir avoir de la thune, et si cet argent
vient de personnes qui ont une idéologie de droite ou d'extrême droite, et ben ça va influer sur le réseau forcément. Donc c'est pas juste être grincheux, c'est constitutif, c'est central dans la façon dont on perçoit ce réseau social. Pas d'erreur, c'est les chieurs, c'est ça. Thune égale money égale argent égale droite, tout à fait. C'est vrai qu'on est loin du symbole de la justice sociale, pour ne pas dire de lutte des classes qu'un de Robin des Bois, mais la liberté c'est déjà pas mal, et il faut savoir profiter du ciel bleu, qui ne le reste jamais éternellement. Quand même, c'est quand même moins grave que X. C'est quand même moins grave que X. La question, c'est là de dire que voilà, il y a la question morale de rester sur X par rapport à son statut de réseau social d'Elon Musk, qui se pose pas trop sur Blue Sky pour l'instant. Elle se posera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, elle ne se pose pas. Voilà. Et j'avais un autre article sur le sujet. Ah oui, c'était Alternative économique. Alors, je crois que l'article, l'article est-il disponible? Non, il n'est pas disponible au rendez-vous des causes communes. Très bien, attendez, je vais faire un truc. J'avais un article d'Alternative économique qui est en libre accès. Il faut juste que je me connecte. Voilà, comme ça, on pourra lire l'article. Voilà. Est-ce que c'est un quiz? Alors, il n'y a pas de quiz qui est prévenu. Voilà. On a un article qui est plus basé sur Twitter. Profitez du ciel bleu parce que le réseau s'appelle Blue Sky. Et oui, habile. Alors, X comme extrême droite, ce qu'Elon Musk a fait de Twitter, un article de Alternative économique. 2 ans, jour pour jour après son rachat par Elon Musk, X ex-Twitter accumule les pertes financières et les risques judiciaires. Le réseau est cependant une arme redoutable pour l'alt-right américaine. L'alt-right, l'extrême droite alternative. J'avais pas entendu ce terme depuis un moment, donc William Bouchardon pour Alternative économique. Donc ça, c'est plus pour revenir un petit peu sur ce qui se passe précisément sur X. Et par rapport à Elon Musk, et pourquoi ce réseau social pose problème, et pourquoi autant de gens décident d'en partir depuis quelques mois. Ça a commencé un petit peu au moment du rachat, mais ça s'est poursuivi et ça s'est intensifié avec l'élection de Donald Trump, quoi. Donc, un caprice à 44 milliards de dollars le 28 octobre 2022, ça fait déjà un petit moment. Hein. Le rachat mouvementé de Twitter par Elon Musk, première fortune mondiale, laissait les analystes circonspects. Quel intérêt d'investir dans ce genre d'entreprise? L'influence politique, hein, clairement. C'est pas des raisons financières. De toute façon, c'est comme des milliardaires français qui achètent des médias. Leur but, c'est pas la rentabilité, leur but, c'est l'influence. Là, c'est le cas aussi. Il y a des enquêtes, des recherches qui sont en cours sur à quel point Elon Musk a tordu l'algorithme de Twitter pour influencer la campagne américaine. Donc voilà, c'est clairement le but. Là, on n'est pas sur un truc qui est fait pour des raisons financières. Quelle utilité... En plus, c'est la première question, voilà. Quelle utilité un entrepreneur spécialiste de l'automobile et du spatial aurait-il d'un réseau social? Face aux sceptiques, Elon Musk promettait un nouveau grand coup, transformer Twitter, rebaptisé X, en une super application similaire à l'appli chinoise WeChat. Les ambitions étaient immenses. X devait proposer des services bancaires, une appli de rencontre, des usages professionnels similaires à LinkedIn ou encore une messagerie rivale de WhatsApp. Et pourquoi pas, bien sûr, une machine à glace, une salle de sport, une salle de cinéma, un café, un bar à croque-monsieur. 2 ans après, l'application a pourtant peu changé, excepté le lancement d'une version payante donnant accès à quelques fonctions en plus. Et à l'outil d'intelligence artificielle Grok. En avril 2023, elle n'avait que... Ah, un autre raid. Merci beaucoup. Merci Marcel pour le raid. Bonjour tout le monde. C'est la fête des raids en ce moment. Merci Marcel pour le raid. Bonjour les Marcel du chemin Zouz, merci beaucoup. On est en train de lire des articles sur Twitter. On est en train de lire des articles sur Twitter et l'évolution suite à Elon Musk. Oui, c'est la première fois qu'on fait le raid dans l'autre sens. Merci en tout cas. J'espère que ça va. Là, on est en train de dire du mal de Elon Musk. C'est terrible. Alors que pourtant, il est si intelligent, il a fait des voitures qui roulent toutes seules. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est parce qu'on n'aime pas la réussite ici. Vous le savez. Bonjour. Attends, je vais baisser un petit peu le... Si mon son est pas trop fort, non? Sinon, je baisse un petit peu. Le son FX était peut-être un peu fort, ouais. Je vais le rebaisser. Les alertes, peut-être. Peut-être que ça vous casse les oreilles, ce magnifique remix Mediapart que j'ai fait moi-même.
Ok. Et donc on parlait des ambitions qu'avait Elon Musk au départ sur son réseau X, hein, il voulait faire absolument tout avec Twitter. Or, Elon Musk a viré 80% des employés de Twitter à son arrivée. On se souvient des gros licenciements au moment de son arrivée à Twitter. Qui a bien sûr bizarrement faire la même chose que Twitter avec en plus 15 000 autres entreprises, ça ne fonctionne pas avec 80% des employés en moins. Bizarre. Outre le manque de personnel pour concevoir ces fonctionnalités, le mec est très intelligent, mais il s'est pas rendu compte que s'il y avait moins de personnel, il pouvait faire moins de trucs. Voilà. C'est vrai, après, on n'a pas non plus le niveau d'intelligence suffisant pour se rendre compte de pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, ça va fonctionner, quoi. Donc, outre le manque de personnel pour concevoir ces fonctionnalités, X fait face à des contraintes plus structurelles dans sa quête pour devenir le couteau suisse de la vie en ligne. Si ce modèle a émergé en Chine, c'est d'abord parce que les App Store classiques de Google et d'Apple n'y existent pas, permettant à WeChat ou Alipay de les remplacer en intégrant des services externes dans leur application. Par ailleurs, ces super applis sont centrés autour du paiement. Le géant du e-commerce Alibaba a créé Alipay et la messagerie WeChat a proposé des transferts d'argent entre proches une fois devenus incontournables. Des spécificités dont ne dispose pas X. Quant au paiement par QR code via ces applis, il est peu utile pour les utilisateurs occidentaux ayant déjà une carte bancaire. Et puis aussi, on rappelle que X n'est pas un réseau social si populaire que ça. Alors, il y a quand même plus de 500 millions d'utilisateurs, mais par rapport à d'autres réseaux comme Facebook ou Instagram, ça pèse pas tant que ça. Et il n'est pas si utilisé que ça. Donc c'est pas un truc qui est dans la vie quotidienne de tout le monde, quoi. C'est surtout un réseau social de politique et de journalistes et de militants, quoi. Elon Musk a-t-il échoué? Tout dépend de ses objectifs réels. On peut se demander si le projet était industriel ou idéologique, questionne Julien Nossetti qui penche pour la seconde option. Un avis partagé par Romain Badoir, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Assas, qui rappelle qu'Elon Musk est un libertarien. Il a racheté Twitter pour promouvoir une version absolutiste de la liberté d'expression. Bon, alors ça, effectivement, je reviens sur ça en disant que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée que c'est pas une version absolutiste de la liberté d'expression, que c'est une liberté d'expression à deux vitesses, où il y a une liberté d'expression absolue pour les contenus haineux d'extrême droite, etc. etc. Par contre, quand il s'agit de contenus progressistes, de contenus notamment sur les questions militants trans, là, la censure frappe immédiatement. Donc on n'est pas sur une liberté d'expression absolutiste. La nuance est fine, ouais. Jeff Bezos aussi est libertarien. De toute façon, Silicon Valley, tout le monde est plus ou moins libertarien. Après, la question, c'est libertarien en général. En théorie, c'est liberté d'expression absolue, oui, mais en pratique, c'est rarement le cas. Hein. Ça ressemble beaucoup au rachat de médias. Oui, c'est pareil, hein, c'est pas rentable, mais c'est pour des raisons d'influence, d'impact idéologique. Absolument, ça ressemble énormément. Mais c'est un média, en quelque sorte. Hein. C'est un genre de média. Même s'il reprend aussi des contenus médiatiques, mais c'est aussi son propre média, hein, notamment Elon Musk. Tous les discours qu'il poste, il poste énormément de tweets, hein, Elon Musk. On peut dire que c'est le média d'Elon Musk, hein, c'est pas une analyse absurde de dire ça. Donc le milliardaire en a fait un cheval de bataille, ce qui a pu séduire différentes sensibilités politiques. En France, c'est surtout les mouvements sociaux qui accusent les plateformes de les censurer. Aux États-Unis, ce sont les conservateurs, indique Romain Badoir. Mais la liberté d'expression de Musk semble surtout favoriser la droite radicale. Étonnant. Alors ça, tout le monde est choqué. Là, je tombe de ma chaise, là, actuellement. Bon, je ne vais pas tomber de ma chaise au milieu de l'open space, mais quand même. Dès son arrivée, il accuse l'ancienne direction de censurer ou d'invisibiliser les comptes de cette tendance idéologique et fait fuiter les révélations sur leur pratique de modération. Donc il a fait de la pression pour dire regardez, Twitter censure l'extrême droite, ce qui était notamment lié à à l'attaque du Capitole, qui a été un moment aussi un petit peu de recul de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, sur les GAFAM, parce qu'il y a eu une pression pour faire suspendre les comptes qui étaient en lien avec le soutien à l'invasion du Capitole. Mais ce recul-là, ça a déreculé depuis, légèrement. Il s'agissait de cas ponctuels, mais qui ont nourri le discours d'Elon Musk, explique Romain Badoir. Le milliardaire remercie ensuite la plupart des modérateurs et rétablit de nombreux comptes de l'alt-right américaine suspendus après la prise du Capitole en 2021, dont celui de Donald Trump, avec qui Elon Musk ne cache plus sa proximité. Donald Trump, d'ailleurs, qui est toujours pas actif sur Twitter. Hein. Il a son propre réseau qui s'appelle Truth Social, la vérité, Truth pour la vérité. Oui, que ce réseau est connu que pour les posts de Trump, d'ailleurs. Je ne sais pas vraiment qui d'autre est là-dessus, à part des comptes pro-Trump. Mais en tout cas, il a rétabli le compte de Donald Trump. Plus largement, pour Julien Nossetti, l'algorithme a évolué, on est bien plus exposé au contenu de droite radicale, voire complotiste. Conséquence, les polémiques se sont multipliées et le débat sur X est de plus en plus brutal. Déjà, Twitter, qui n'était pas une plateforme hyper soft pour le débat, là, c'est devenu encore pire, évidemment. En fait, on est obligé
si on est sur Twitter, d'être exposé à du contenu d'extrême droite. Voilà. Par contre, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes d'extrême droite, à exposer à du contenu de gauche. Hein. Par contre, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Si les militants d'extrême droite rejoignent la plateforme, certains utilisateurs progressistes partent, eux, vers Threads, donc la plateforme équivalente à Twitter, un petit peu le Twitter-like de Insta, de Meta, Mastodon ou Blue Sky. Donc on a parlé de ces réseaux différents dans l'interview qui était juste avant. Vous pouvez le voir en replay sur YouTube, sur Twitch, voilà. La plupart des usagers restent, mais il est possible qu'ils participent moins du fait du pourrissement du débat, estime Romain Madouar. Avec 251 millions d'utilisateurs quotidiens mi-2024, le réseau stagne depuis le rachat. Donc il y a moins de la moitié des utilisateurs inscrits qui utilisent le réseau. Donc là, et en plus, ça augmente pas. Effrayés par les polémiques, les annonceurs désertent. Selon le New York Times, les revenus publicitaires qui représentent 90% des revenus de X ont chuté de 53% sur un an au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires est passé de 4,4 milliards de dollars en 2022 à 3,4 l'an dernier. Et l'entreprise n'est plus cotée et donc ne publie pas ses comptes et est vraisemblablement déficitaire. Quand tu ne publies pas ses comptes en général, c'est pas qu'on a énormément de thunes, quoi. Sa valeur s'est effondrée selon le fonds d'investissement Fidelity. X ne vaudrait plus que 9,4 milliards de dollars, soit un effondrement de près de 80% en 2 ans. Outre les pertes personnelles d'Elon Musk, les 7 banques lui ont prêté 13 milliards de dollars, dont BNP Paribas et Société Générale, ne parviennent pas à se défaire de leurs obligations, qualifiées de pire opération bancaire depuis la crise de 2009. Rien que ça. Il y a Renaud qui poste dans le chat, il y a un billet sur le sujet que vient de poster le responsable des réseaux sociaux de Mediapart. On va le lire après, je pense. On va faire ça. C'est un... Voilà. Ce live s'écrit en direct. C'est extraordinaire. Merci Renaud. Donc, 80% d'effondrement, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. À cet échec s'ajoutent les sanctions pour non-respect des lois de modération, de fake news, de contenu appelé à la violence et à la haine. L'ex-commissaire européen Thierry Breton a ainsi menacé X d'amende allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial si les obligations du Digital Service Act ne sont pas remplies. Le Brésil a, quant à lui, interdit le réseau fin août suite à son refus de nommer un représentant légal dans le pays. D'ailleurs, il y a eu une fuite aussi au Brésil de X vers Blue Sky en raison de cette interdiction-là. Pourtant, le type est plus riche que Bernard Arnault. Oui, mais il n'est pas riche avec X. Il est riche avec Tesla, avec SpaceX, avec ses autres entreprises. Jusqu'à récemment, la régulation des plateformes était marquée par une forte différence entre les régimes autoritaires et démocratiques. Désormais, ces derniers sont beaucoup plus décomplexés en matière de modération, explique Julien Nossetti. Acculé, Elon Musk persiste à se présenter en défenseur de la liberté d'expression face à la censure étatique. Donc il y a le côté libertarien, en mode c'est les États qui veulent limiter la liberté d'expression, moi je suis pour la vraie liberté d'expression, etc. etc. D'ailleurs, la fortune de 350 milliards de dollars. Mais oui. Acculé, Elon Musk donc persiste à dire qu'il défend la liberté d'expression. Il compte sur la victoire de Donald Trump pour que l'Union européenne infléchisse sa position. Un pari risqué pour Romain Balouard. Elon Musk peut parader, mais ses actionnaires vont le lâcher s'il perd le marché européen. Après l'affaire Pavel Durov, donc le dirigeant de Telegram qui a été interpellé en France pour absence de modération notamment, cette bataille s'annonce décisive pour l'Internet de demain. Richesse virtuelle. Oui, relativement virtuelle. Le fait qu'un État menace de représailles financières, est-ce que ça n'expose pas le réseau social à encore plus d'actions de déstabilisation ? Je ne saurais pas répondre à cette question, Bixiv. Quel serait le lien en fait, entre ces menaces et la déstabilisation ? Je ne sais pas. Voilà. Très bien. Bon, très intéressant l'article. Et donc, on a un article sur le club de Mediapart. Ça tombe bien parce qu'on allait passer à la partie club en plus. Comme quoi tout est lié. Comme quoi les transitions de cette émission sont, à la fois, incroyablement travaillées. Il faut le dire. Ah, c'est leur revue de presse. Hein. Qu'y a-t-il sur Mediapart ? La question se pose. Donc c'est Gaëtan Lefebvre qui est responsable du pôle réseaux sociaux à Mediapart qui a écrit ce billet dans le club. Espace participatif de Mediapart. On dirait presque que c'est fait exprès. Oui, presque. C'est comme on a fait exprès de commencer en retard pour faire monter la pression, bien sûr. C'est pareil. Et donc,
Pourquoi les médias devraient créer des serveurs Mastodon maintenant? On reparle encore de Mastodon, on a parlé tout à l'heure avec Louis, hein, je vous invite vraiment, après l'émission à regarder la première partie, celles et ceux qui n'étaient pas là et qui sont venus avec les raids, de l'interview, pour vraiment avoir un peu des billes sur ces questions-là, de différents réseaux sociaux, de où aller, de pourquoi c'est intéressant ou pas. Et puis il y a Dave Duff qui a fait un petit raid aussi, il y avait une interview sur le même sujet ce matin, donc voilà, vous avez vraiment de la matière... vous avez vraiment de la matière sur cette question-là. Pourquoi les médias devraient créer des serveurs Mastodon maintenant? Donc le détournement de X au bénéfice de l'extrême droite américaine montre qu'il est urgent pour les médias non seulement de s'exiler ailleurs, mais surtout de s'auto-héberger. Et enfin de s'émanciper des plateformes, au pluralisme des médias, ajoutons un pluralisme des serveurs au service du droit de savoir. Retour d'expérience avec le serveur Mastodon de Mediapart. Cette question évidemment va se poser. Il y a déjà des médias qui ont fait le choix de quitter, carrément d'arrêter de poster sur X. C'est le cas de Ouest France, c'est le cas du Guardian, c'est le cas de la Vanguardia en Espagne, je crois. Donc voilà, c'est aussi une question qui se pose pour beaucoup de médias. Donc, faut-il quitter X? Il y a quelque chose d'un peu déconcertant à voir cette question posée partout. Qu'est-ce qu'on y laisse? Qu'est-ce qu'on y gagne? Ça tergiverse dur. Le ras-le-bol général est bien là, quoique mal défini, les justifications varient, tantôt la faute à l'élection de Trump ou au poste de ministre promis à Musk, la faute au déferlement de fausses informations, à la fin du blocage, à l'IA, ou tout ça en même temps, mais on est d'accord sur une chose, l'air y est devenu irrespirable. Oui, fin du blocage aussi, c'est un nouveau truc sur X, c'est qu'on peut bloquer les gens, mais les gens qu'on bloque peuvent encore voir nos tweets, ce qui rend le blocage un petit peu inutile, quoi. Ce qui est vraiment des façons de pousser au harcèlement, hein. Très très malin. La coupe est pleine, c'en est trop, et de ce trop émerge un mouvement collectif, un début d'exode numérique. Comme tout processus d'exil, probablement il se fait de façon progressive et non sans douleur. C'est une première dans l'histoire encore courte d'Internet. C'est vrai qu'on n'a pas d'exemple de départ volontaire comme ça. Il y a des départs parce que des réseaux sont en perte de vitesse, hein. Souviens de MySpace ou ce genre de réseau-là, mais c'est plutôt les gens abandonnent leur compte au fur et à mesure et ils vont sur d'autres réseaux. Mais des départs volontaires comme ça, on ferme notre compte, c'est vrai que il n'y a pas d'exemple. C'est une première dans l'histoire encore courte d'Internet, donc un moment inédit qui nous rend un peu hagards, un peu désemparés. Pour certains, c'est un arrachement, c'est perdre beaucoup. Pour d'autres, c'est impossible, le prix à payer est trop élevé. Et fuir d'accord, mais pour aller où? Les vagues de départ déjà régulières ces derniers temps semblent désormais converger vers Threads, Mastodon et surtout Blue Sky. Mais savent-ils vraiment, ces exilés, où ils mettent les pieds? Pas sûr. Alors, de la difficulté de se séparer. Très belle illustration. La difficulté de se jeter à l'eau. Il y a une migration de WhatsApp vers Signal il y a quelques années, ouais. Du côté des nouveaux arrivés échoués sur les rives de Blue Sky, on entend par-ci par-là, comme pour se rassurer que ce nouveau réseau serait l'Eldorado safe, décentralisé et inviolable, voire carrément que son entreprise mère serait une coopérative sans actionnaires et non achetable. Exagération bien forte qu'on peut pardonner parce qu'elle répond sans doute à ce désir d'un mieux ailleurs, mais quand même il faut remettre les choses à l'endroit. Blue Sky, on revient sur Blue Sky, mais c'est bien de répéter comme ça c'est clair pour tout le monde. Blue Sky est un projet incubé chez Twitter à l'initiative de Jack Dorsey, son fondateur, distinct de Twitter depuis 2021, juste avant le rachat de Musk de 2022. C'est bien sûr une entreprise à vocation lucrative, hein. On est toujours dans la Silicon Valley, berceau de la culture startup, de la culture bro, non loin des courants libertariens, à la recherche d'une liberté individuelle absolue, sans censure et surtout monétisable. Les crypto-monnaies et systèmes décentralisés de transactions ne sont pas étrangers à cet univers mental, et donc pas étrangers non plus au financement de Blue Sky, hein. On peut ajouter au tableau, et ça on n'en a pas parlé, mais c'était aussi dans l'article de Dave Duff au Post, on peut ajouter au tableau le fait que la dernière campagne de financement de Blue Sky cette année a vu apparaître un important protagoniste du nom de Brock Pierce. J'ai évité de faire des accents, ça va être terrible. Milliardaire obscur proche de Steve Bannon. Donc on a encore derrière, dans les financeurs, alors pour l'instant pas une influence comme Musk sur X, mais il est là. Un financeur proche de Steve Bannon, donc proche de lui-même de Donald Trump, hein. C'est là qu'il faut lever la confusion entre les intentions de l'inventeur, Blue Sky, et les besoins des utilisateurs. La migration actuelle ressemble plus à un simple déplacement des usages qu'à une démarche consciente et éclairée d'utilisateurs qui auraient soudainement compris où se déplacer pour répondre au mieux à leurs besoins. Autrement dit, il y a un côté mouton de panurge. Blue Sky nous attrape pour le meilleur et pour le pire. Alors pour nous, les utilisateurs, c'est bien sûr la ressemblance frappante de Blue Sky avec les premières années de feu Twitter qui facilite l'exode. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur Blue Sky, mais si vous connaissiez un peu Twitter en 2012-2013,
Ça ressemble énormément et il n'y a pas encore les problèmes qu'il y a sur Twitter aujourd'hui en termes d'algorithme, en termes de visibilité, en termes d'interaction toxique, etc. etc. C'est une fuite temporaire, ça reste une fuite temporaire évidemment, et tant qu'il n'y aura pas la question qui se posera du modèle d'utilisation des médias sociaux évidemment et des réseaux sociaux, ça continuera. L'herbe il semble aussi verte qu'au premier jour, ça rend nostalgique. Et c'est facile, on trouve l'application en un clic sur les stores, l'oiseau est devenu un papillon tout simplement. Le mieux c'est de ne pas y aller. Après, encore une fois, ce qu'on disait avec Louis tout à l'heure, la question c'est plutôt de créer des alternatives que de simplement se dire... alors après, si vous avez un usage, ça dépend de votre usage aussi de ces réseaux sociaux, mais la question ça peut être aussi, est-ce qu'on développe des alternatives? Est-ce qu'on a d'autres manières de promouvoir notre contenu? Avec des newsletters, avec des flux RSS par exemple, en pensant plutôt en termes d'alternatives que de simplement suppression de tous les réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Louis tout à l'heure, c'est Blue Sky, pour l'instant on peut mettre un signe égal entre Blue Sky et X en disant que c'est la même chose. Mais c'est également naïf de se dire que ça ne pourrait pas devenir la même chose que X. Le phénomène auquel on assiste ressemble donc surtout à un déplacement des usages nostalgiques, conservateurs, un peu rétifs au changement. Blue Sky semble tomber à pic parce qu'il évite de se séparer vraiment, de faire le deuil. À ce sujet, on peut aussi lire ce très bon texte « Comment quitter une forêt lorsqu'on est un arbre ». Mais surtout, c'est l'effet de réseau promis par un exode massif et simultané qui nous rend capables enfin de sauter le pas. Allez, j'y vais, cette fois je saute du plongeoir, on sent bien le poids lourd de la charge, on parle bien de quelque chose de difficile à réaliser. Pour conjurer le sort, on se tient collectivement par la main, façon à ne pas trop ébranler son techno-cocon. Du côté de certains médias, l'exode est déjà bien opéré, le Guardian puis la Vanguardia ont courageusement montré la marche. D'autres ont suivi, Ouest France, premier média français, on entend le cri du coq. Pour d'autres, c'est en ce moment même en train de s'organiser, l'initiative #HelloKitX organise un départ groupé pour le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Donc c'est un hashtag qui a été mis en place aussi. Blue Sky, la crainte de la nouvelle prison. On voit bien le problème au fond, pourquoi ce départ doit-il susciter autant de tergiversations? Pourquoi est-il si difficile de bouger de la prison X? La réponse est dans la question. Effectivement, c'est l'engagement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté influence, le côté public, les shoots les shoots d'interaction et d'engagement sur nos posts, etc. etc. Dans un monde normal, ne devrions-nous pas être capables de bouger, déménager, migrer sans craindre de perdre temps? La difficulté de s'arracher, de sacrifier son capital social, sa notoriété ou son sacro-saint trafic, surtout pour les organisations ou les médias, et j'ajouterais pour les politiques aussi. Je ne sais pas s'il y a des exemples de politiques qui ont quitté X. Il y a des médias, mais des politiques qui ont rejoint Blue Sky, oui, mais est-ce qu'il y en a qui ont quitté, qui ont fermé leur compte X? Parce que aussi, je pense que c'est le pas, pour eux, ils doivent se dire c'est terrible parce qu'il y a leurs électeurs qui sont d'accord. C'est vraiment nécessaire de migrer, ces réseaux sont un outil de travail aussi important pour les médias. Oui, alors oui. La question que se pose, c'est un outil de travail important. Hidalgo, il y a un moment. Oui, mais Hidalgo, je sais pas si c'était par rapport à la même chose. Sachant qu'une large partie de la population n'y est pas. Justement, Paul Sanza, ça c'est un truc dont on parlait aussi dans l'interview, c'est que Twitter, effectivement, c'est pas un réseau si important que ça en nombre d'utilisateurs actifs. Mais par contre, en termes d'impact et d'influence, parce que les médias sont dessus, parce que les politiques sont dessus, l'impact et l'influence est considérable. Il y a des polémiques médiatiques, des faits médiatiques qui sont créés sur Twitter qui n'existaient pas sur d'autres réseaux sociaux. Il y a des articles de presse qui se font uniquement sur des tweets, en lien avec la précarisation du journalisme, etc. etc. Mais voilà, donc effectivement, ça a un impact considérable. Et Twitter, c'est des paniques morales aussi, évidemment, qui se créent là-dessus, quoi. Donc, évidemment, c'est compliqué de s'arracher ou de sacrifier son capital social, sa notoriété ou son sacro-saint trafic, surtout pour les organisations ou les médias, donc les hommes politiques, est tel qu'il aura fallu attendre les pires outrances et manipulations d'Elon Musk pour qu'il y ait enfin un mouvement. Ces jours-ci, Blue Sky est donc l'horizon fantasmé. Sur le papier, il faut bien reconnaître que certaines innovations du papillon bleu, du ciel bleu, sont prometteuses. Des fonctionnalités originales, les starter packs, les listes de blocage, les fils personnalisés, etc. Mais surtout, le protocole AT, un nouveau protocole qu'elle développe et librement utilisable. L'existence même d'un protocole libre et ouvert est en soi une vertu exceptionnelle puisque celui-ci permet à chacun de s'en emparer pour fabriquer soi-même son petit réseau social libérateur.
Sauf que pour l'instant, la société Blue Sky est l'unique détentrice des infrastructures sur lesquelles les exilés numériques sont en train de créer leur compte et qu'il n'y a qu'une seule application pour s'inscrire. Autrement dit, Blue Sky fait valoir son protocole décentralisé sur une infrastructure centralisée. Donc, c'est pas vraiment. Alors, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On m'a dit que c'était décentralisé, mais en fait, c'est pas si décentralisé que ça. C'est plutôt. C'est pas encore totalement décentralisé. Si ça arrive un jour, ce sera peut-être le cas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dit simplement, Blue Sky n'est pas décentralisé pour l'instant et c'est tout le problème. Il y a à peine quelques jours, on apprenait par exemple qu'il avait suffi au gouvernement du Pakistan de bloquer un seul nom de domaine pour couper l'accès à Blue Sky dans tout le pays. Tout est dit. Mais la question des censures gouvernementales joue aussi, effectivement. La crainte de nous enfermer dans une nouvelle prison devrait donc nous inspirer un peu de méfiance, car pour l'instant, nous sommes toujours les dindons de la farce et prenons le risque de répéter la même difficulté à prendre le large à nouveau le jour venu. Il y a donc urgence pour Blue Sky à ce que les promesses d'ouverture de son protocole et de son infrastructure soient rendues effectives le plus rapidement possible. Alors, ça peut être rendu effectif. Hein. En France, les censures, il y a. Il y a eu, récemment, Kanaki Nouvelle-Calédonie, il y a eu une suspension de TikTok, notamment. Donc, ça existe. Donc, c'est possible. Ça se fait. Mastodon, le seul réseau décentralisé pour l'instant. Qu'on le veuille ou non, le seul réseau effectivement décentralisé aujourd'hui, c'est le Fediverse. Cette fédération de serveurs née en Europe en 2016 était conçue déjà bien avant Blue Sky comme une alternative aux plateformes. Aujourd'hui, le Fediverse, contraction de Fédération et Universe, continue d'étendre sa toile doucement mais sûrement. C'est une nébuleuse où se cherchent les fondations d'un réseau social futur, libre, ouvert, sans contrôle ni pouvoir central. On y compte aujourd'hui près de 4000 instances et 15 millions de comptes à travers le monde, 22 millions sur Blue Sky à la publication de ce billet. Donc Blue Sky a encore augmenté 2 millions depuis la dernière semaine. Les mots valises, c'est non. Juste parce que c'est un mot valise, vous refusez. Après, on avait les questions qu'on posait avec Louis, c'était la question de l'ergonomie aussi, et de l'accessibilité qui n'est pas forcément idéale sur Mastodon, qui va jouer aussi dans le choix des gens, quoi. Dans cette nébuleuse décentralisée où l'on trouve le réseau social Mastodon, Mediapart a pris sa place après nous être lancé dès sa création, un peu par curiosité au début, puis de façon plus active en 2021. Nous avons lancé notre propre instance, c'est-à-dire notre propre serveur en janvier 2023. Mediapart devient alors l'hébergeur de ses propres messages, photos et vidéos pour faire savoir au monde les nouvelles. Et là, c'est la question d'avoir le contrôle sur ce qu'on poste. On disait, ça peut être le mail, ça peut être le flux RSS, ça peut être avoir son propre site internet, mais ça peut aussi avoir sa propre instance décentralisée sur un réseau décentralisé comme Mastodon. La création de cette instance était presque d'évidence, tant celle-ci est une promesse d'indépendance attachée aux valeurs du journal. Pour l'instant réservé aux comptes de journalistes et collaborateurs et collaboratrices du journal, on peut le retrouver à cette adresse mediapart.social. On y trouve notamment le compte du journal avec ses 65 000 abonnés et le compte du club avec 1500 abonnés. L'instance est maintenue avec l'aide de notre prestataire technique Octopus, voilà, encore un jeu de mots, attention, et animée quotidiennement par l'équipe en charge des réseaux sociaux. Bien sûr, elle est financée comme tous les investissements de Mediapart par nos seuls abonnés. Et oui. Abonnez-vous. La possibilité de réseaux sociaux pluralistes et indépendants. J'ai créé Mastodon cet été, je follow uniquement Mediapart. Pas mal, c'est déjà bien. C'est top ce qu'a fait Mediapart sur Masto, il manque encore une instance PeerTube pour aller plus loin. Oui, ça revient aussi sur les alternatives dont on parlait, notamment à YouTube, avec une alternative vidéo, au contenu vidéo, sans forcément parler de quitter tout, mais de dire qu'il faudrait une alternative où on a notre contenu aussi qui est produit différemment, quoi. L'instance est ainsi en relation avec les milliers d'autres que composent le Fediverse et leurs millions d'utilisateurs, exactement comme le journal lui-même. C'est une garantie d'indépendance vis-à-vis de toutes les formes de pouvoir. Aucun milliardaire ne peut mettre la main dessus. Pour les citoyens, c'est un accès à l'information libéré des entraves des algorithmes publicitaires et de l'économie de l'attention. Pour les journalistes, c'est un lieu où ils peuvent publier leur travail, leurs enquêtes, analyses, reportages, affranchis de la pression à la performance, course au like et au retweet, qui existe beaucoup sur Twitter, mais aussi sur Blue Sky. C'est un îlot de résistance numérique à l'abri de toutes les turbulences du monde qui vacillent et du néofascisme qui vient outre-Atlantique, avec bientôt X comme outil de propagande étatique. Oui, rien que pour avoir un backup, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le contenu qu'on poste sur les réseaux sociaux ne nous appartient pas. Hein. Si vous êtes posté sur Twitter, on parlait de ça tout à l'heure, Musk a... Attendez, je vais essayer de vous lire l'article. Petite digression, hein, je me permets. J'en ai parlé dans l'interview, mais je vous ai pas lu l'article. On a ça. Sur Next, un petit bref, de toute façon c'est très rapide. Ok, voilà. L'information avait fait sourire une partie d'Internet. Le site satirique états-unien The Onion a racheté le site complotiste Infowars avec le soutien des proches de victimes de l'attentat de Sandy Hook. Alex Jones, en fait, le fondateur d'Infowars, qui est vraiment l'extrême droite la plus crasse, la plus caricaturale états-unienne,
avait régulièrement nié la réalité de l'attentat, mais le 25 novembre, X a déposé une objection au projet. En fait, en gros, il avait nié l'attentat de Sandy Hook, donc vraiment qu'il a un négationnisme absolument ridicule, extrêmement violent pour les familles de victimes, et il a été condamné très lourdement, ce qui a coulé Infowars, en fait, et donc ça a été racheté par The Onion. Et donc, The Onion a racheté le site Infowars, il l'a racheté avec de l'argent, hein, ça leur appartient, mais et donc, normalement, ils étaient censés récupérer le compte X, mais le 25 novembre, X a déposé une objection au projet, rapporte 404. Dans la mesure où le compte X d'Infowars fait partie des actifs récupérés par The Onion, la plateforme détenue par Elon Musk avance détenir une propriété supérieure à celle des internautes sur les comptes ouverts sur X. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ça. Ça veut dire que même des comptes de médias ou des comptes de politique, X pourrait dire « Ah ben non, ce compte-là, il me saoule, il est plus à vous ». Et bah, tu peux pas faire grand-chose, quoi, parce que c'est basé aux États-Unis, voilà. Donc c'est une question considérable, quoi. Pourquoi Musk déciderait pas tout simplement d'un compte qui lui plaît pas et bah, il le récupère, quoi. Sans parler de blocage ou de bannissement de comptes injustes, ça pourrait être quelque chose qui se passe. À ce titre, elle conteste le transfert du compte d'Infowars à The Onion et souligne du même coup qu'aucun internaute n'est propriétaire de son compte sur une plateforme sociale privée. Voilà. L'enjeu est énorme, hein. Et donc, effectivement, donc l'idée de Mastodon, c'est d'être plutôt à l'abri de ce genre de choses. Pas du tout le somme de Musk, ouais, mais voilà. Donc, notez bien que ce que vous postez sur ces GAFAM, ça vous appartient pas vraiment. Ce que vous créez, ce que vous y postez, ça vous appartient pas. Ce qui n'est pas pareil si vous avez un site, par exemple, ou si vous avez une newsletter. Dans un récent message sur Blue Sky, Alexandria Ocasio-Cortez, donc, politique démocrate très célèbre aux États-Unis, interpellait ses abonnés à la recherche de ressources techniques pour faire face à l'administration Trump dans les prochains mois. Je vais remonter, je suis descendu trop vite. Tout comme sur Twitch, oui, non, mais tous les grosses plateformes sont concernées. Bah, typiquement sur Twitch, bah, vous avez le live, vous faites votre live, vous le mettez en replay sur YouTube et vous le mettez en replay sur une autre instance et vous l'enregistrez, voilà. The Good AOC, oui. Donc des ressources techniques pour faire face à l'administration Trump dans les prochains mois, c'est précisément le sujet. Le serveur décentralisé est une de ces ressources. À mettre en place sans perdre de temps, comme nous avons l'habitude de le dire à Mediapart, ce n'est pas un luxe réservé à une poignée de journalistes, mais un véritable outil au service de l'information libre, fiable et plurielle des citoyens. Le pluralisme des serveurs en lieu et place des plateformes publicitaires, au service du droit de savoir, de nos libertés et de nos choix démocratiques. Nous avons bien eu la démonstration sous nos yeux et de la façon la plus claire qu'il soit, il suffit qu'un riche libertarien mette la main sur l'une de ces plateformes pour qu'en un instant elle soit mise au service de ses affaires personnelles et de l'extrême droite américaine. Un miroir de ce que nous avons ici en France avec Bolloré qui a littéralement dynamité C8 et CNews, entre autres, avec bientôt peut-être Bayard qui va venir, hein, le groupe de presse qui est à la Croix, où il y a quand même un pro-Bolloré qui a été nommé, avec entre autres dans le même objectif personnel au péril de la démocratie. C'est d'ailleurs ce risque très bien connu et à des degrés divers dans la presse papier qui a conduit Mediapart à sanctuariser son capital au sein d'une structure non capitalistique, le FPL, rendant le journal définitivement indépendant et incessible. Abonnez-vous. Bien sûr. Un autre écueil est probablement la censure étatique. La liste des pays ayant interdit les réseaux sociaux ne cesse de s'accroître. Alors que nous faisons ici la critique des réseaux X, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, TikTok, ils constituent souvent là-bas le dernier espace d'expression. Parmi ces pays, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, la Birmanie sont les premiers censeurs des réseaux. Censure dont nous ne sommes pas tout à fait à l'abri, y compris dans nos démocraties fragiles. Après tout, le gouvernement français n'a pas attendu que l'extrême droite gouverne pour censurer TikTok en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie au printemps dernier. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bref, il est temps d'ouvrir de nouvelles médias instances et de favoriser les inscriptions des citoyens utilisateurs. Tous les comptes que nous créons désormais devraient l'être sur ces environnements interopérables, fédérés et décentralisés. Autrement, nous ne faisons que répéter les mêmes erreurs et nous enfermer dans les mêmes pièges. Dans une tribune publiée récemment, un collectif de personnalités, organisations et entreprises, dont David Chavalarias, un des chercheurs à l'initiative du mouvement HelloKitX, appelé au pluralisme algorithmique. Le texte nous rappelle à quel point d'autres voies sont possibles pour reprendre la main sur nos flux d'informations. Plus que jamais, il est temps d'ouvrir des alternatives aux algorithmes élaborés au bénéfice des intérêts privés, économiques, publicitaires, idéologiques, très loin de l'intérêt général. Dans ce nouveau paysage en devenir, les médias ont un rôle à jouer si nous ne souhaitons plus être assujettis aux géants de la Silicon Valley d'un côté ou bâillonnés par les risques de censure étatique de l'autre. Il va falloir se retrousser les manches. Créer et financer des serveurs autonomes, des serveurs pluriels, des serveurs de gauche, de droite, du centre, des serveurs pour porter les nouvelles et pour débattre. Après, les serveurs de droite, c'est pas obligé. Hein. Vraiment, s'ils veulent pas, c'est pas grave.
N'est-ce pas là le sens originel que tout média devrait apporter à l'ère d'Internet? En attendant que Blue Sky et son protocole AT tiennent sa promesse d'ouverture et d'une décentralisation réelle, il est possible de s'y mettre tout de suite sur Mastodon, commencer à construire des espaces, des expériences et des nouvelles façons de faire savoir. Voilà, très intéressant. Dans un prochain billet, les avantages de Mastodon pour les médias, l'expérience de Mediapart. To be continued. C'est pas mal parce qu'il y a aussi des explications sur ce que c'est, on peut lire d'ailleurs. Il y a déjà des serveurs de droite. Comme quoi. Mais c'est un outil de gauche, donc faut leur dire que c'est pas pour eux. Alors, quelques explications sur Blue Sky et Mastodon. Un petit peu de pédagogie. La décentralisation et l'interopérabilité des réseaux d'information sont fondamentales. Est-ce que c'est assez zoomé pour vous? Est-ce que vous voulez que je zoome un peu plus? Comment on zoome Non, on va dire que c'est assez zoomé. La décentralisation et l'interopérabilité des réseaux d'information sont fondamentales. En résumé, le principe est simple. Si un jour le réseau social auquel j'ai confié mes données, mes photos, mes contacts ne me plaît plus, l'interopérabilité me permet de quitter et déménager sur un autre qui me convient mieux et facilement. Et ça, c'est précisément l'inverse de ce que veut faire Musk avec Twitter. Il veut, c'est les clients captifs, quoi. Garder les gens en rendant plus difficile le fait de quitter le réseau et en fait en se disant mince, j'aimerais bien quitter, mais en fait je perdrais tous mes contacts, toutes mes photos, tout ce que j'ai posté dessus. Alors qu'avec de l'interopérabilité, on pourrait se dire tout simplement, bah voilà, je clique sur transférer et je transfère, voilà. Ce principe est devenu évident aujourd'hui, par exemple, pour le numéro de téléphone. Lorsqu'on change d'opérateur, on ne perd pas du même coup les coordonnées de ses amis comme si nous avions subitement changé de planète. C'est précisément cette absence d'interopérabilité qui transforme les réseaux sociaux en prison pour leurs utilisateurs. En attendant que le législateur européen encadre ce principe, nous ne pouvons pour l'instant que nous l'imposer individuellement en utilisant les nouveaux réseaux décentralisés. Alors, les réseaux sociaux décentralisés apparaissent comme des alternatives émergentes. Mastodon et Blue Sky en sont les plus crédibles. Alors, Mastodon est né en 2016 et créé par Eugen Rocco, un jeune développeur allemand. On dit Eugen peut-être en allemand, je ne sais pas. Il poursuit son travail aujourd'hui entouré d'une petite équipe. C'est un projet plutôt européen, là où Blue Sky est né au cœur de la Californie. Encore une fois, Blue Sky, c'est de nouveau la Silicon Valley. D'ailleurs, très bonne série de Arte sur la Silicon Valley. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Pourquoi ça met Emily in Paris? C'est parce qu'on a regardé ça l'autre fois. Oui, c'est ça, la Silicon fucking Valley sur Arte. On voyait un petit peu l'ambiance. Alors, ça met un peu trop de côté les aspects plus critiques à mon goût, mais si vous voulez voir une idée de l'ambiance un petit peu de la Silicon Valley et puis de la façon dont ça fonctionne vraiment en vase clos avec tout un système d'entrepreneurs, d'investisseurs, etc., c'est assez bien fait. Mais voilà, bref. Je digresse à nouveau. On digresse un max. Donc, développeur allemand, projet européen pour Mastodon. Le réseau Threads du groupe Meta cherche aussi à tirer son épingle du jeu et se présente comme une instance géante du fait divers, mais pas encore en Europe. D'autres réseaux naissent les uns après les autres. Pleroma, autre alternative de microblogging, Peertube pour la vidéo, Pixelfed pour la photo, Bookworm pour les livres, Castopod pour les podcasts, Loops pour les boucles vidéo. On peut aussi citer Nostr, lancé aussi par Jack Dorsey. Donc c'est encore Jack Dorsey, décidément il est partout. Après avoir claqué la porte de Blue Sky, ce protocole veut aller plus loin en cryptant les échanges. Là aussi, les accointances libertariennes n'y sont pas pour rien. Après, ça pose d'autres questions, parce que la question des réseaux cryptés, ça pose la question de la criminalité que ça crée. De toute façon, toute solution pose d'autres problèmes, c'est classique. Il y avait ça avec Telegram notamment. Hein. Donc les économies parallèles se ruent sur ce genre de réseaux sociaux. Ces réseaux décentralisés utilisent un protocole, c'est-à-dire un standard qui permet aux serveurs de parler la même langue. Comme pour le HTTP, qui affiche les pages web, ou le SMTP qui organise des échanges d'emails. Le protocole ActivityPub est la langue parlée du fait divers sur laquelle on retrouve Mastodon. Ce protocole est officiellement recommandé par le W3C, instance de la gouvernance d'Internet qui en définit les standards. Blue Sky a développé son propre protocole, le protocole AT. Autrement dit, pour l'instant, Mastodon et Blue Sky sont promis à être deux nébuleuses décentralisées qui vivent parallèlement sans se parler. Le protocole AT est richement documenté et propose des innovations actuellement en train d'être discutées dans les boucles de communautés de développeurs. Concernant la question de la décentralisation de Blue Sky, le débat fait rage, vous voyez même sur le chat, effectivement, dans les communautés de développeurs et d'utilisateurs. On voit aussi cet article de Vincent Herman, décidément, on va avoir
Une palanquée d'articles, j'ai envie de dire. Une kyrielle. Cet article, on va ouvrir dans un nouvel onglet, on va voir. Blue Sky est-il décentralisé? Ah oui, il y a des graphiques et tout. Regardez-moi ce magnifique graphique. Voilà, vous avez la réponse maintenant. Non, c'est plus clair pour tout le monde? On va passer à la suite? Allez, très bien. Qui tente de décrypter les choix techniques de Blue Sky. Par exemple, la décentralisation des serveurs de données, les PDS pour Personal Data Server, est bien une réalité, mais pas pour leur indexation. Comme l'explique très bien ce long thread de Christine Lemmer-Weber, c'est un peu comme quand vous utilisez Google. N'importe qui peut créer une page web, mais leur accès reste entre les mains d'une seule machine. Blue Sky n'en reste pas moins l'initiative probablement la plus intéressante depuis la création de Mastodon. Les prochaines années nous diront sans doute comment ces modes décentralisés pourront communiquer. Les mafieux se recommandent les réseaux parallèles sont les seules oppositions. Je suis vraiment très d'accord. Bon, l'article est très intéressant. Pour le coup, ça donne pas mal de billes. Alors un peu plus optimiste que l'était Louis sur Blue Sky. Mais bon, c'est une question aussi c'est une question qui se débat aussi forcément. Hein. Est-ce que ce réseau va être avantageux ou pas? Est-ce que ça va être un réseau si fiable que ça? Est-ce que ça va pas connaître les mêmes dérives que Twitter? La question se pose. Forcément. Je regarde un petit peu. Il y a la question de l'IA qui se pose aussi, effectivement. Il y a la question de l'IA. Ouais. Très bien. Bon, les problèmes qu'il peut y avoir aussi, simplement, puis le manque de contrôle, on peut parler aussi de ça. C'est assez intéressant aussi de voir les usages qui sont faits dès maintenant, en fait, notamment par Blue Sky. J'avais mis ça de côté aussi sur Numérama. Tout ce que vous écrivez sur Blue Sky risque de servir à entraîner des IA. Il y a aussi la question d'intelligence artificielle. Tout ce que ça pose comme question à propos de l'usage des données, hein, notamment les artistes se plaignent énormément de l'utilisation de l'IA pour générer des images, parce qu'en fait, ils utilisent des banques d'images pour créer leurs images. Donc en fait, c'est pas réellement des créations originales. Et donc là, on a l'apprentissage à l'écrit. Donc ce qu'on écrit sur Blue Sky peut servir à entraîner des IA. Une raison d'écrire n'importe quoi. Et oui. Donc Julien Leçon, une affaire de jeu de données regroupant 1 million de messages publiés sur Blue Sky a causé un émoi et souligné les limites du réseau social pour empêcher certaines pratiques douteuses pour entraîner les IA. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Cette phrase répétée inlassablement dans les séries juridiques américaines pourrait être très bien déclinée aujourd'hui à la sauce de l'intelligence artificielle. Tout ce que vous écrivez sur Internet pourra servir à entraîner des IA, y compris sur Blue Sky, le réseau social qui rêve de renverser X. Alors c'est encore 404 médias. Ouais. C'est un truc indépendant, 404 médias, je connais pas. 404 médias. Ah, c'est anglophone. Publication en ligne axée sur la technologie. Business model. Ça a l'air d'être indépendant. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Après, toutes les données publiques sont récupérables par tout le monde. Effectivement, ouais. C'est ce que révèle donc une affaire toute récente signée par 404 médias dans son édition du 26 novembre. Un spécialiste en apprentissage numérique, une branche de l'IA, avait annoncé dans la journée du 26 novembre avoir constitué un jeu de données contenant 1 million de publications publiques tirées de Blue Sky. Pour cela, il s'est servi d'une API mise à disposition par Blue Sky. Celui lui a permis de récupérer, outre le contenu des messages, des métadonnées, notamment l'horodatage des publications, l'heure et le jour, c'est-à-dire, et les statistiques d'interaction, repost, citation, appréciation, idéal pour tester l'utilisation de l'apprentissage automatique pour Blue Sky. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment l'idée que les données sont publiques, elles ne nous appartiennent pas vraiment. Donc ça peut être utilisé par n'importe qui. Alors, pardon, ouais, sauter la pub. Ouais, il y a beaucoup de pubs quand même. Ouais, est-ce qu'on peut fermer ça? Voilà. 24 heures plus tard, patatras, l'expert fait brutalement machine arrière. Sur Blue Sky, il a indiqué ce 27 novembre avoir retiré les données de Blue Sky du dépôt. Bien que je veuille soutenir le développement d'outils pour la plateforme, je reconnais que cette approche a violé les principes de transparence et de consentement dans la collecte des données. Un petit peu. L'intéressé avait partagé son archive sur Hugging Face, plateforme web de référence dédiée à l'IA, sur laquelle il est d'ailleurs possible de tester les modèles sans grande compétence technique. La page est toujours en ligne, mais elle inclut une mise à jour faisant mention du retrait du dépôt en raison de l'ampleur des réactions négatives de la communauté. La page demeure parce que le spécialiste, qui a depuis présenté ses excuses, désire nourrir la réflexion et les discussions sur la façon dont les ensembles de données peuvent être utilisés pour aider à améliorer Blue Sky,
et permettre aux gens de construire les outils dont ils ont besoin pour construire leur propre modèle ouvert et des approches pour créer des flux qui fonctionnent pour leurs besoins. Cette affaire survient alors que Blue Sky prenait position sur la question de l'IA générative le 15 novembre. Nous utilisons, alors ce que disait Blue Sky, c'est le problème des réseaux décentralisés, tout est public, ce que dit Gprod sur le chat. C'est-à-dire l'idée que donc c'est décentralisé très bien, mais c'est également public et utilisable par n'importe qui. 404 Médias, c'est des anciens de Motherboard, le Vertical Tech de Vice qui a fermé du jour au lendemain. Ils sont indépendants, d'accord, intéressant. Ça fait bonne source pour ce question sur la technologie, quoi. Voilà. Attendez une seconde, il faut que je regarde un truc. Je dépasse un peu parce qu'on a commencé en retard. Simplement. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, cette affaire survient alors que Blue Sky prenait position sur la question de l'IA générative le 15 novembre. Nous n'utilisons aucun de vos contenus pour entraîner l'IA générative et nous n'avons aucune intention de le faire. Lancez le site notant qu'aucun de ces systèmes n'est un système d'IA générique formé sur le contenu utilisateur. Voilà. Donc là, le fait que les données soient utilisées quand même publiquement, ça posait aussi question par rapport à ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, 2 heures sur Blue Sky, Twitter, X. Vous avez encore une fois le replay. Le replay qui est disponible, qui sera disponible sur Twitch très vite et qui sera disponible sur YouTube un peu moins vite, mais vite quand même, avec l'invité, avec l'interview, etc., etc. Et vous pourrez assister en direct à tous les problèmes techniques du début de l'émission, ce qui est quand même assez formidable. La bonne nouvelle, c'est aussi le retour de l'émission Abonnez-vous. Grand retour ce lundi 2 décembre. Donc ce sera Tariq qui sera là avec Hélène Salvi, qui est revenu récemment d'un reportage en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc ce sera le grand retour à 18h. À 18h. Abonnez-vous. Sur Mediapart, sur la chaîne Twitch. La soirée partinale. La soirée partinale, voilà. Attendez, je me mets en gros écran, voilà, avec ce magnifique. Alors vous avez un morceau de Kadhafi, mais c'est la caméra. C'est la caméra de l'ordinateur et pas la caméra HD totale qui est là. Donc c'est le retour de l'émission Abonnez-vous. Moi, si vous voulez, je serai en live demain matin sur ma chaîne à moi à 10h. Non, pas demain matin, lundi matin. Donc lundi matin, je suis en live sur ma chaîne à 10h et la chaîne de Mediapart est en live à 18h avec Hélène Salvi lundi soir. Donc vous aurez double live. Et nous, on se retrouve, je pense, a priori, vendredi prochain. Faudrait que je vois, je vous reconfirmerai ça. Pour un live. Ah bah là, Rekios qui lance dans sa raid sur la fin du live. Bonjour. Mediapart. On peut raid Lex Tutor. Ah oui, on peut raid Lex Tutor, c'est très bonne idée de raid. Mediapart. Bonjour, bah vous arrivez sur la fin, mais merci pour le raid en tout cas. On a parlé de Twitter, de Blue Sky, on a parlé de réseaux sociaux. On a fait un petit peu le tour de toutes ces questions. On a essayé d'être d'aller assez loin sur ces questions-là. J'espère que en tout cas le live vous a intéressé, que vous avez réussi à suivre. C'est pas des questions forcément que je connais totalement, mais j'espère que le live en tout cas vous aura plu. J'essaie de faire au mieux pour que ce soit clair. Voilà. Bon, attendez, je vais lancer le raid chez Lex Tutor parce qu'on a un petit peu rattrapé, on a un petit peu dépassé, mais c'est normal. On était un petit peu en retard au début. Le Média Raid, mais c'était chouette. Bon, merci à vous en tout cas d'être venus aussi nombreux et nombreux, et presque 600 personnes sur ces lives Mediapart, merci beaucoup. Donc, je rappelle encore le rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est vraiment Abonnez-vous, lundi à 18h, notez-le, le retour de Abonnez-vous. Je vais faire le raid. Je vais pas gourer en tapant le pseudo. Non, je ne me suis pas gouré. Incroyable. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vous laisse chez Lex Tutor et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.